Donc voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis Carolina Brito, coordinatrice de la plateforme Corps de TP 95, qui est une structure d'appui et de ressources en éducation thérapeutique en Val d'Oise, financée par l'Agence régionale de santé. C'est avec joie que nous lançons cette première rencontre que nous avons appelée Café Web Débat Philo, qui fera certainement partie d'un cycle de débats où nous convoquerons une pluralité de savoirs pour nous aider à imaginer de nouvelles manières de penser et de faire l'éducation thérapeutique du patient sur nos territoires. Avant de passer la parole à Corinne Devos et à Philippe Barrier, qui sont nos invités intervenants pour cette première rencontre, je vais vous présenter un ensemble de questionnements pour introduire les thématiques que nous souhaitons aborder pendant l'ensemble de notre cycle de débat que nous initions donc aujourd'hui. Donc en France, selon les derniers chiffres de l'assurance maladie de 2021, 12 millions de personnes vivent avec une affection de longue durée, une ALD, ce qui représente presque 20% de la population française. Et là, nous parlons que de personnes en ALD, donc pas de toutes personnes concernées par une maladie chronique. Le champ de l'éducation thérapeutique du patient a pour ambition de venir en aide à cette population en proposant aux individus des apprentissages et des stratégies en co-construction pour mieux vivre les maladies au quotidien. On le sait. Or, plusieurs problématiques et questionnements s'imposent au défi d'accompagner les personnes vivant avec une maladie chronique. Je vais vous citer quelques-unes, mais bien évidemment, ma liste n'est pas exhaustive. Vous allez sans doute vous en apercevoir car vous les vivez certainement au quotidien. De façon un peu didactique, il y a un lien avec la thématique de notre rencontre d'aujourd'hui. J'ai séparé les problématiques en 3 grands groupes, tout en prenant leur indissociabilité. Tout d'abord, les premiers questionnements sont d'ordre philosophique, éthique et pédagogique. Comment garantir l'ampliation de notre objet de travail en éducation thérapeutique pour aller au-delà de l'injonction à la santé? Quelles sont nos préoccupations en ETP? Sommes-nous également soucieux des désirs, conscients ou inconscients des gens, de leur droit à un accompagnement en santé humanisé, de leur droit à une vie digne, ou bien sommes-nous exclusivement soucieux de les aider à obtenir une bonne maîtrise de soi qui, acquise rationnellement, vise le développement de compétences individuelles pour la gestion de la maladie et l'obtention d'une soi-disant santé optimale? Autrement dit, comment échapper des orientations normatives de l'ETP? Quels apprentissages sont possibles et désirables? Qui et où est le sujet de désir en ETP? Le deuxième groupe de questionnements font référence aux problématiques d'ordre organisationnel et institutionnel. L'organisation programmatique de l'ETP, que nous connaissons aujourd'hui en France, est loin de permettre l'accompagnement de toutes les personnes vivant avec une maladie chronique. Nous le savons tous. Si nous comprenons l'ETP en tant qu'une philosophie des soins qui promeut l'écoute, la co-construction, la transdisciplinarité, la co-responsabilisation, le protagonisme et l'autonomie des sujets, et aussi l'apprentissage tel que l'invention de soi et de la vie avec la maladie, est-ce que nous ne devrions pas imaginer d'aller au-delà d'une organisation d'ETP par programme, mais cheminer pour une politique transversale de l'ETP qui guiderait des pratiques à tous les niveaux de l'offre de soins, des gestions aux différents actes de soins? Cela impliquerait forcément le développement d'une nouvelle culture de soins qui nous interroge. Qui sommes-nous en tant que soignants et soignantes ou citoyens et citoyennes impliqués dans les champs de la santé? Quel chemin souhaitons-nous parcourir avec les personnes qui nous accompagnons? Avec quel dispositif? Le troisième et dernier groupe de réflexion concerne des problématiques d'ordre social et environnemental. Les inégalités aux soins, ou si on le dit sans euphémisme, les injustices sociales, sont un sujet complexe qui regroupe plusieurs aspects. Les fragilités démocratiques, les questions migratoires, le racisme, la crise écologique, le néocolonialisme, la société capitaliste ou la concentration des richesses atteint des niveaux scandaleux. Si nous vivons dans un monde d'extrême inégalité, quelles transformations sociales sont impliquées dans les propositions de l'ETP? Quel rôle elle peut jouer dans les cadres des urgences sociales? Est-ce le rôle de l'ETP de s'aventurer sur ces terrains? Est-ce que l'accompagnement des personnes malades chroniques est une pratique apolitique détachée des enjeux sociaux? Voilà autant de questions que nous sommes posées pour imaginer ces cafés-débats. Pour commencer, une première réflexion sur les carrefours entre les pédagogies en santé, l'éthique et les injustices sociales. Nous convoquerons aujourd'hui la philosophie avec Philippe et Corinne.
qui vont donc dialoguer avec nous sur ces questions. Certainement, on ne pourra pas tout aborder aujourd'hui. On commencera par le possible et nous laisserons l'impossible pour les prochaines rencontres ou vice-versa, nous pouvons commencer par l'impossible. Aujourd'hui, donc, nous avons le grand plaisir d'accueillir Corinne Devos, présidente et référente nationale ETP à Facron et présidente de l'AFEMI, l'Association pour la promotion et l'accompagnement de l'éducation thérapeutique du patient dans le cadre des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et accueillir également Philippe Barrier, professeur de philosophie, patient chronique, auteur de plusieurs ouvrages et aussi cinéaste. Merci Corinne et Philippe d'avoir accepté notre invitation. Pour ces cafés philo, nous comptons avec des participants des différentes régions de France et même hors hexagone. Et c'est un grand plaisir d'avoir avec nous des personnes au-delà de nos frontières valdoisiennes. Merci à chacun et à chacune d'entre vous par vos présences qui nous aideront certainement à créer et à faire résonner nos réflexions. Donc, pour animer cette rencontre, nous proposons un format débat un peu improvisé où je poserai un premier groupe de questions à Philippe et à Corinne. Et puis, nous ouvrons une place pour les échanges pour que chacun et chacune puisse faire partie du débat en partageant vos commentaires ou questions sur le chat ou en prenant la parole. Donc, nous sommes voilà, quand même nombreux, 20 personnes déjà connectées. Donc, pour organiser la prise des paroles, soit vous écrivez vos commentaires et vos questions sur le chat directement, je pourrais les lire si vous préférez, ou bien vous pouvez parler. Et donc, je vous demanderai d'écrire sur le chat prise des paroles pour pouvoir organiser, parce que je pense que je ne pourrais pas avoir, si tout le monde lève la main, ce serait plus compliqué. Alors, Philippe et Corinne, pour démarrer, j'aimerais vous entendre parler un peu sur votre rencontre avec l'éducation thérapeutique. Je laisse Corinne commencer. Avec grand plaisir. Déjà, merci pour l'invitation et je suis ravie d'être avec vous ce matin pour lancer ce cycle et avec Philippe. Je vais juste un petit peu resituer. Moi, j'ai rencontré extrêmement tardivement le TP, mais je dirais plus j'ai rencontré tardivement l'écoute car j'étais malade moi lorsque j'avais 7 ans. J'en ai 59 aujourd'hui et il faut savoir qu'il y a 50 ans, quand on était malade enfant, on s'adressait exclusivement aux parents. Et ça, c'est un point qui a été assez capital dans ma rencontre et dans ma façon d'aborder les choses plus tard. Également très important pour moi dans ma rencontre avec... vous m'entendez? Ah, pardon. Dans ma rencontre avec le TP, c'est une errance diagnostique de plus de 30 ans avec des hospitalisations successives de l'âge de 7 à 36 ans et un diagnostic seulement posé à mes 36 ans. Donc, l'absence de diagnostic, ça ne veut pas dire l'absence de symptômes. Et néanmoins, en tant qu'enfant, moi, je me suis construite avec la maladie. J'ai expérimenté la maladie dans mon quotidien. Et je me suis un jour posé la question de qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai appris de cette maladie. Et je pense que c'est ça la base en fait de ma rencontre avec l'ETP. Quand j'ai rencontré l'ETP à l'hôpital, on m'en avait absolument jamais parlé, y compris quand les programmes sont nés, etc. Je l'ai rencontré au travers de l'association AFAC Rhône RCH France, avec la première personne qui m'a accueillie lorsque j'ai poussé la porte, donc très tardivement, puisque je n'avais pas de diagnostic avant, donc je n'avais poussé aucune porte associative. Et je me suis rendu compte au moment où nous étions en train d'échanger que j'avais certainement une personne elle-même malade en face de moi, parce que pour une des premières fois de ma vie, j'avais l'impression qu'on avait un langage très commun. Et ça aussi, ça a été déterminant. Et effectivement, il s'est avéré que c'était une personne malade. Et elle m'a interrogé bien davantage, enfin, interrogé n'est pas le terme, on a échangé bien davantage sur ma vie, ma construction, comment je ressentais les choses, que sur la maladie elle-même, qui finalement a presque été sortie de notre échange. Et à partir de là, c'est enchaîné pour moi une espèce d'évidence, certainement à partir d'un manque, mais surtout à partir d'un sens à donner à tout ce que j'avais vécu, expérimenté, appris, construit et qui finalement pouvait certainement d'abord servir à moi-même, mais servir à bien d'autres. Et c'est un petit peu là où on a rencontré l'accompagnement, je dirais au sens large. J'aime bien le terme d'éducation thérapeutique, c'est ça qui va nous animer,
mais j'aime bien l'accompagnement, l'écoute, peut-être des termes finalement qui parlent davantage aux personnes, et peut-être un peu moins le cadre de l'ETP qui va peut-être pas tant nous intéresser aujourd'hui, mais plutôt ce qui va nous intéresser, c'est les sujets. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai rencontré l'ETP, que je me suis formée et que c'était vraiment une évidence pour moi de faire quelque chose de 35 ans de bagage et en plus qui se continue dans l'expérimentation au quotidien. Voilà. Philippe, peut-être? Merci Ouais, Corinne. merci beaucoup. Merci de cette invitation. Je suis très, très heureux de participer dans ce cadre et avec autant de gens avec des expériences différentes et complémentaires. J'ai déjà envie de réagir à ce que j'ai entendu dire par Corinne parce que cette errance diagnostique, c'est quelque chose de terrible et malheureusement de fréquent. Alors, pas dans ma pathologie, dans le diabète, parce que ça se voit très vite et c'est vital d'être traité au bout d'un moment. Et puis, ce qu'elle dit sur cette idée de faire quelque chose de cette vie avec la maladie, voilà, sur une trentaine d'années. Enfin bon, et déjà, elle pose tous les questionnements qui seront ceux de l'éducation thérapeutique, et d'abord sur le mot éducation même. Alors ça, on verra si on discute. Maintenant, je vais raconter ma propre petite histoire. Je suis un diabétique historique puisque j'ai été diagnostiqué diabétique en 1969. Autant dire que l'éducation thérapeutique, c'était une cadre infirmière qui me prêtait son bras pour que j'exerce l'injection sur elle d'abord. Que c'était un pédiatre qui m'a suivi jusqu'à mes 21 ans et qui était extrêmement paternaliste et qui relayait l'éducation que tentaient de me donner mes parents, qui était une éducation dans un cadre religieux assez strict. Et en fait, il a passé un certain temps à me parler de sexualité avec un grand moralisme. C'était ça l'éducation thérapeutique. C'était la continuation d'une éducation familiale telle qu'elle était historiquement à ce moment-là dans certains milieux. Je l'ai faite moi-même. Alors, l'évolution du diabète, enfin du soin apporté au diabète est énorme. Je l'ai vu de 69 à aujourd'hui avec des progrès considérables qui ont changé complètement la donne. On avait de l'insuline animale, bœuf ou porc, qui faisait des lipodystrophies parce qu'elle était mal purifiée. Et c'était de notre faute si on avait des lipodystrophies, donc on était d'emblée culpabilisés. Les contrôles étaient urinaires, c'est-à-dire qu'ils avaient 4 heures de retard par rapport à la réalité de la glycémie proprement dite, etc., etc. Donc, j'ai vu évoluer beaucoup, beaucoup de choses en dehors même de l'évolution de l'éducation thérapeutique. Ensuite, dans les années 80, j'ai eu quelque chose qui s'appelait pas encore l'éducation thérapeutique, mais un rappel en hôpital pour une petite semaine, c'était 5 jours, parce que je pense, parce que mon diabète était déséquilibré. Et là, c'était quelque chose d'assez. J'ai trouvé ça formidable. C'est-à-dire que c'était un brassage social. Il y avait un chef d'entreprise, il y avait un ouvrier du bâtiment, il y avait le prof que j'étais, de philo, etc., etc. Et on s'est bien barré avec des ateliers, avec des infirmières charmantes qui nous expliquaient des choses techniques, etc. Et ce qui était formidable, et c'est quelque chose qui me semble central dans l'éducation thérapeutique dans son essence même, c'est qu'on échangeait nos expériences. Et c'était extrêmement agréable de sortir de cet isolement dans lequel on était auparavant. C'est-à-dire que chacun pouvait se croire le seul diabétique du monde face à un médecin qui l'entendait plus ou moins bien. Et là, de voir ce qui était devenu des copains en 8 jours raconter leur réaction en hypoglycémie, comme un qui nous raconte qu'il grimpe sur le bar pour aller atteindre les 3 morceaux de sucre qui sont dans une poubelle, etc. Ça nous rassurait d'avoir des expériences communes. Ensuite, j'ai découvert l'éducation thérapeutique proprement dite, sous 2 formes. Je ne vais pas raconter toute ma vie, toute mon histoire. Je l'ai fait un peu dans mes bouquins, en particulier dans La blessure et la force. J'ai
désiré faire un doctorat et je l'ai fait dans la Mecque de ce qu'est devenu l'éducation thérapeutique institutionnalisée, c'est-à-dire SMBH à Bobigny avec Rémi Gagnère et encore Jean-François Divernois qui était encore directeur du département. Donc là, c'est l'éducation thérapeutique, dans ce cas-là, de formel, de très protocolaire, c'est-à-dire établissant un protocole avec des compétences. Et ils ont eu beaucoup de courage parce que j'étais en total désaccord avec eux. Et Rémi, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, me disait, bon, bah, fais ce que tu veux, débrouille-toi. Et j'étais un petit peu, pas le loup dans la bergerie, mais enfin, c'était des échanges amusants et j'ai eu une liberté absolument totale pour développer, alors, ma conception non pas de l'éducation thérapeutique, mais du soin, de la relation de soin et du rapport à la maladie avec ma réflexion sur la normativité avec Canguilhem. Et puis, j'ai eu la chance formidable de rencontrer le père de l'éducation thérapeutique, au moins en Europe, Jean-Philippe Assal, à partir des années 1997. Et c'est ensuite un long parcours et une longue amitié. Et là, c'est tout autre chose. C'est-à-dire, c'est ce que j'entends, moi, par l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire humaniste, et ce que je me permets de définir tout de suite, et on en discutera, comme un apprentissage réciproque, et non pas une éducation du patient à la santé, mais un apprentissage réciproque des savoirs, réciproques et différents, partagés. Bon, désolé si j'ai été un peu long. Merci Philippe, merci Corinne pour cette introduction. Donc là, par le biais de vos histoires singulières, vous avez raconté un petit peu aussi une certaine évolution de l'éducation thérapeutique du patient. Quel patient éduquons-nous aujourd'hui? Est-ce que le TP, elle est profitable à tous les malades chroniques? Je vous laisse réagir et j'invite aussi à tous les participants à réagir, à faire vos commentaires et bien demander la prise des paroles si vous le souhaitez. En fait, c'est vraiment, il y a Corinne et Philippe qui sont là un peu pour animer, qui ont réfléchi un petit peu à la thématique en amont, mais l'idée, c'est que ce soit vraiment un débat, un échange et tout le monde a les mêmes droits de parole. Donc, quel patient et de combien? Moi, je veux bien proposer quelques idées, mais comme je crois que l'idée, c'est quand même d'avoir un débat avec quelque chose d'interactif, je ne voudrais pas faire un monologue. Je vais ramener peut-être un peu de réalité terrain. Donc moi, je connais bien les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, donc la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Et donc, il y a des centres, je connais mieux la région parisienne, mais néanmoins, en tant que présidente de l'AFA, je connais assez bien ce qui se passe pour le territoire national. Et je crois que ce que je vais exposer pour Paris est totalement duplicable sur la province. Si on regarde les chiffres, et ça, je trouve que ça interpelle, sur des files actives dans des services Mickey de pointe de 2000 patients, on va se retrouver avec moins de 40 patients à l'année qui auront bénéficié du programme d'éducation thérapeutique. Je crois que ce rapport, globalement, hein, je parle sur Paris, il y a certains hôpitaux, ça sera 20 et d'autres, ça sera 60. Mais enfin, globalement, par rapport à la proportion de la file active de patients, on voit qu'on touche vraiment pas grand monde. Je crois qu'il faut partir de ce constat. Je crois qu'on parle toujours des candidats à l'ETP. Donc finalement, c'est comme si on allait être élu pour pouvoir avoir droit d'aller à l'ETP. Et à force d'avoir mis des critères, on en a éliminé toute une catégorie. Les critères, finalement, c'est souvent des choix faits par les soignants avec un bon candidat, donc quelqu'un qui va être rapidement autonome. On pourra s'interroger sur la question de c'est quoi l'autonomie d'un patient, de quelqu'un qui va suivre, être observant, c'est un des critères principaux. Il est important, mais néanmoins, il n'est pas le seul. Ceux qui finalement ne vont pas travailler, parce que comme tout est fait en milieu de journée, clairement, celui qui est actif aura du mal à se rendre aux séances, on appellera d'éducation thérapeutique pour faire simple. Voilà, donc ça, c'est toutes les questions qu'on pose. Et moi, si je rebondis sur ce qu'a dit Philippe, où il voit l'éducation
thérapeutique. D'ailleurs, c'est un petit peu comme ça, moi aussi, même beaucoup comme ça que je la vois, comme un endroit d'échange, de partage d'expériences et de quelque chose de très réciproque. On va pouvoir s'interroger sur les formats finalement des équipes de TP et peut-être poser la question du fameux patient expert. Moi, j'ai un collègue avec lequel je travaille et j'aime beaucoup son expression. Est-ce que le patient expert est soluble ou pas dans l'équipe soignante ou dans l'équipe ETP? Et donc, du coup, ça pose aussi la question de comment on va construire un programme si finalement, sur un temps d'échange, il n'y a pas d'autres patients et on se retrouve dans un format avec des soignants d'un côté et des patients de l'autre. Voilà, je jette un petit peu des choses comme ça avec une réalité pratique Hem, avec laquelle il faut faire. Donc, l'idée, c'est que nous, on essaye à la fois de transformer la réalité pour améliorer, mais il faut quand même partir d'une réalité de terrain, d'un cadre qui existe, l'améliorer, le transformer, le rendre plus favorable, mais s'extraire directement du cadre est compliqué. Alors sur la fin, je pose cette chose-là aussi qui me paraît extrêmement importante. On parle quasiment plus de TP, nous on parle d'accompagnement, parce que finalement on a essayé de s'affranchir le plus possible du cadre pour peut-être rentrer le maximum de personnes à l'intérieur de cet accompagnement. Car le cadre était si rigide, que nous-mêmes on s'était retrouvés, alors qu'on est une association de patients, à exclure des personnes, qui pouvaient pas rentrer dans le cadre. Donc ça, c'est important quand même de réfléchir à cette notion du cadre. Je crois que Philippe pourra vraiment nous éclairer beaucoup là-dessus. Mais nous-mêmes, on parle d'accompagnement et on a fait des cadres, des formats différents plutôt que des cadres pour accueillir davantage. Voilà. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais candidat. Il y a des temporalités patients, des besoins à un moment qu'il faut avoir pu entendre et finalement, quand on est dans la temporalité du soignant hors la temporalité du patient, même si c'est une réalité réelle, du coup, on élimine aussi pas mal de candidats. Donc cette notion de temporalité me paraît, essentielle aussi. Voilà, j'ai jeté un ensemble d'idées pour permettre aussi à chacun de pouvoir réagir dans la salle. Merci Corinne. Est-ce que Philippe, tu veux réagir aux Et il y a propos de Corinne ou... Oui, il y a beaucoup de choses qui. Alors, moi, j'ai pas de connaissance du terrain. Je suis pas praticien d'éducation thérapeutique ni patient qui y participe. Mais c'est des questions. Je suis désolé, moi, c'est des questions philosophiques qui me viennent à l'esprit. Mais je pense que je suis un peu là pour ça. Par exemple, quand j'entends le mot observance, ben, moi, je me rebiffe. Il y a rien à faire. Et si c'est toujours un terme qui est dans le cadre de l'éducation thérapeutique, ça m'étonne pas que les gens y échappent ou souhaitent y échapper. L'observance, enfin, je l'ai déjà dit pas mal de fois, c'est un terme religieux, d'obéissance à la loi, et donc à la loi sacrée. Or, une prescription médicale n'est pas une loi religieuse, n'est pas une loi sacrée. Et si on bâtit un programme autour de l'idée d'observance, c'est-à-dire de faire adhérer, c'est-à-dire de faire adhérer quelque chose d'extérieur, un patient, pour le soigner, et si on pense son bien avant lui et à sa place, ça ne marchera pas. Alors, je suis plutôt sur un problème de fond que sur un problème organisationnel. Je ne sais pas dans quel sens vous voulez traiter les questions, mais ça, c'est quelque chose auquel je tiens absolument. C'est-à-dire que ce que j'ai travaillé comme réflexion à partir de ma vie avec la maladie, à partir de ma lecture de Canguilhem, etc., c'est que c'est une décision interne qui nous permet de nous bien soigner et non pas une injonction, l'obéissance à une injonction ou une prescription. On nous prescrit quelque chose, mais cette obligation, il faut qu'on en découvre la nécessité interne et non pas la nécessité d'une obéissance à une injonction. Et pour moi, le travail de l'éducation thérapeutique, c'est ça, c'est de permettre à chaque patient, à chaque malade, à chaque personne qui vit avec une maladie, de se débarrasser de suffisamment de euh, problèmes de tous ordres pour accéder à ce que j'appelle son autonormativité, c'est-à-dire son propre désir de se soigner, c'est-à-dire d'arrêter de se maltraiter. C'est un des buts de l'éducation thérapeutique, telle qu'on se la conçoit, et non pas acquérir des compétences. Le mot compétence, là aussi, me rebute. Nous avons des aptitudes humaines. La compétence, c'est le langage
industriel et c'est le langage du capitalisme, entre autres. Mais évidemment, on est dans ce système-là et ça a cette connotation. Nous n'avons pas à acquérir de compétences, nous avons des aptitudes à développer et des savoirs à acquérir ou à reconnaître quand nous les avons découverts nous-mêmes, c'est-à-dire à comprendre qu'ils puissent être légitimes, et ça dans un échange avec d'autres, avec des pairs, avec des soignants, etc., pour nous construire une, une méthode singulière de vie avec la maladie et de combat de la pathologie, tout en gardant une vie qui est un sens au-delà de la maladie. Alors, je suis peut-être hors sujet, je ne sais pas. Enfin, pour moi, je suis au cœur de la question, mais j'aimerais des réactions et y répondre. Alors, non, 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 au contraire, Philippe, je pense que tu es vraiment au cœur de la question. Il y a Olivier qui aimerait bien réagir. Donc, Olivier, je te laisse la parole. Ouais, c'est gentil. Bonjour à tout le monde. Euh, je vais essayer de réagir aussi par rapport à ce que j'ai entendu, mais on voit déjà que le débat, il prend il est très épais, il prend beaucoup de largeur. Donc, je vais réagir aussi par rapport à ce que tu as dit au tout départ, Carolina, parce que tu as parlé des ALD en disant qu'il y avait 12 millions je crois, hein, de mémoire, que tu as parlé de 12 millions de personnes atteintes. Et c'est vrai que pour moi, l'ALD, ce n'est pas représentatif vraiment des personnes qu'on doit recevoir dans le cadre des programmes d'éducation thérapeutique, puisque c'est plutôt la maladie chronique qui est concernée, et même plus largement, la maladie chronique et tous les gens qui vont venir en soutien des gens qui ont des maladies chroniques, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les aidants. Et en fait, moi, j'ai entrepris les calculs pour savoir combien il y a de personnes concernées. Il se trouve qu'il y a des chiffres qui sont assez précis sur le sujet, parce qu'il y a des études récentes qui ont été menées, des études épidémiologiques sur le sujet. Donc, en fait, il y a 20 millions de personnes malades chroniques, 9 millions d'aidants, et ça représente 42% de la population, ce qui est totalement considérable. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, tout le monde devrait se sentir concerné parce que finalement, les 60% qui sont pas qui peuvent ne pas se sentir concernés, en fait, ils sont concernés aussi parce qu'on est dans un système de partage, ou en tout cas socialement, solidaire. Et donc, on paye aussi la sécurité sociale. Et donc, en fait, ça représente un poids énorme et colossal. En termes de finances, on parle de centaines de milliards d'euros chaque année, donc c'est vraiment hallucinant. Et Xavier de la Tribonnière avait a réalisé aussi une étude de son côté. Il a essayé d'évaluer le nombre de patients qui étaient concernés par l'éducation thérapeutique. Et alors, c'est une évaluation un peu au doigt mouillé qu'il a faite, hein, il le dit dans l'article, mais en tout cas, il n'y a pas de chiffre très précis pour le coup. Mais il y a 1% des patients malades chroniques qui sont inclus dans des programmes d'éducation thérapeutique chaque année, quand même extrêmement faible à mon avis. Voilà, donc je voulais juste revenir là-dessus parce qu'en plus, les ALD, ça ne tient pas compte des patients qui sont atteints de fibromyalgie ou d'endométriose ou voilà, ce genre de maladie. Donc, je trouve que c'est plus parlant finalement de parler des maladies chroniques et des aidants que des ALD. En fait, moi, j'avais une question sur ce qui vient d'être dit, et notamment une question à Philippe, parce qu'il a parlé d'un sujet qui, moi, j'aimerais bien qu'il développe ce sujet-là. Moi aussi, je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, l'éducation, enfin, il y a une partie de l'éducation thérapeutique qui est assez paternaliste encore aujourd'hui, hein, c'est pas que les années 60 et 80. Moi, je l'ai vu enfin, je l'ai vu dans les établissements que j'ai fréquentés. Il y a encore de l'éducation aujourd'hui qui est faite de manière très descendante. Et c'est dans le cadre de programmes d'ETP. Donc voilà, il faut aussi dire les choses. Il n'y a pas que des. C'est pas toujours fait, en tout cas comme moi, j'espérerais que ça soit fait. Et donc, Philippe a parlé d'apprentissage réciproque partagé. Donc déjà, je voudrais savoir ce qu'il entend par là. Et la deuxième chose, c'est savoir comment cette pratique, on pourrait l'intégrer à l'ETP d'aujourd'hui, tel qu'on l'a fait, tel qu'elle est conçue aujourd'hui dans les établissements de santé. Bon, je me vois contraint de répondre. Quand je parle d'apprentissage réciproque, c'est-à-dire que je considère, maintenant je pense que c'est établi, il n'y a pas que moi qui le dis et qui emploie l'expression,
la personne qui vit avec une maladie chronique a un savoir expérientiel qui lui est propre, qui est singulier, et que le médecin n'a pas. Je veux dire, l'expérience de l'hypoglycémie, il faut être diabétique pour savoir ce que ça représente à tous les niveaux, sociaux, psychologiques, voire psychiatriques, etc. Alors, ce n'est pas seulement sur une expérience aussi singulière, mais nous avons acquis des savoirs qui nous sont propres. Et le médecin a un certain nombre de savoirs aussi. Il a évidemment la pratique médicale, moi je suis fidèle à Canguilhem, est un art, c'est pas une science. Elle se sert de science, elle se sert de technique, mais elle est un art, c'est-à-dire un savoir-faire avec ses connaissances scientifiques, ses aptitudes techniques qui sont de plus en plus importantes et développées, à la fois précieuses et redoutables, et un savoir clinique, c'est-à-dire, j'allais dire, j'en vis. Oui, les médecins voient des milliers, enfin, ont vu dans leur carrière des milliers de patients. Donc, j'estime qu'ils ont acquis une connaissance justement de la singularité qui est extrêmement précieuse et dont a soif le patient singulier qu'il a en face de lui. Voilà, en gros, ce que j'entends par apprentissage réciproque, c'est-à-dire, nous devons, nous, patients, apprendre à bénéficier d'un savoir scientifique qui n'est pas premier pour nous, qui ne nous est pas forcément, qui nous est pas forcément facile d'intégrer. Là encore, comme dit Canguilhem, nous savons que nous sommes malades. Nous apprenons ensuite de quoi nous sommes malades et on peut l'apprendre dans le détail avec des précisions scientifiques qui vont nous aider dans notre pratique de la vie avec la maladie. Mais le médecin a à apprendre à écouter. Alors, ce n'est pas une injonction morale, moralisatrice, il doit être dans l'écoute ou je ne sais quoi. C'est difficile quand on a un savoir établi, de pouvoir en sortir, de pouvoir admettre, non pas quelque chose qui irait contre, mais qui soit différent, de savoir sortir de sa position. Il y a quand même une verticalité encore aujourd'hui. Vous parliez de paternalisme. Moi, j'ai connu vraiment le paternalisme dans son sens le plus fort. Mais il y a aujourd'hui un technicisme qui est la même chose, c'est-à-dire un pouvoir de la science, de la technique, qui va un petit peu écraser, contraindre le patient et en tout cas limiter la portée de sa parole. Donc il faut que l'un et l'autre apprennent à sortir de leur propre position. Et je dirais quand même, surtout le médecin, parce que c'est lui qui a le plus de difficultés, non pas à se débarrasser de son bagage de connaissances, mais à pouvoir s'ouvrir au-delà, je dirais, de l'aspect utile et fondamental. C'est un thérapeute, il est là pour nous soigner, mais il a à apprendre sur la diversité des possibilités de ce que veut dire soigner quand surtout, par exemple, pour une maladie comme le diabète, mais je pense aussi à la maladie de Crohn, c'est nous qui nous soignons, qui nous occupons de nous tous les jours. Voilà, en gros, ce que je voulais dire. Alors, dans le cadre de l'éducation thérapeutique d'aujourd'hui, je ne saurais pas le dire parce que je n'ai pas une connaissance fine des protocoles, des façons dont ça se passe à l'hôpital. Je trouve que ça devrait se passer dans le cabinet de chaque médecin. J'ai une conception très large de la pratique possible de l'éducation thérapeutique. Je ne sais pas si je réponds. Alors, Il n'y a peut-être pas de réponse non plus. Oui. C'est peut-être une difficulté aussi, la manière dont c'est organisé aujourd'hui fait que peut-être on ne peut pas pratiquer comme on le souhaiterait réellement, quoi. C'est pour ça que je crois que quand j'essayais de mettre au centre, de reparler de ce fameux cadre, finalement, le cadre a enfermé dans une façon de pratiquer le TP avec une intention certes louable au départ, mais il y a un cadre plus une évaluation qui revient aux compétences. Donc, je partage le point de Philippe, mais avec une évaluation des compétences à acquérir, acquises et à valider. Et c'est vrai que peut-être que le travail que nous, on essaye de faire avec les professionnels de santé, sachant on travaille énormément avec, je parle des professionnels de santé au sens large, c'est-à-dire tous ceux qui vont essayer d'intervenir en ETP et qui sont pourtant excessivement motivés aussi, va être de recréer quelque chose avec un changement dans les postures. Ça, c'est très important, la posture.
pour qu'à un moment, il y ait une rencontre. Et c'est peut-être ça, au lieu de se dire qu'on a une rencontre d'un professionnel de santé avec un patient expert et avec des patients, sachant que le patient expert et les patients aussi, en fait, on va essayer de se remettre et de créer de l'échange et du partage un petit peu en mettant les choses au milieu de la table sur les problématiques qui vont intéresser les personnes au moment où elles se rencontrent, hein. C'est ce que j'appelais un peu cette temporalité. Ce qui fait que le cadre d'un atelier avec une thématique, finalement, il ne sert que de prétexte à une rencontre, parce qu'on va laisser chacun s'ouvrir par rapport à ce qui le concerne le jour J. Voilà. Oui, si ça se Donc, prend pas c'est un peu en ça que je disais, s'affranchir du cadre, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, n'importe comment. Bien au contraire, c'est favoriser l'échange et le partage. Et donc, j'aime pas toujours le mot apprentissage, mais on va dire, et donc, l'expérimentation de quelque chose en se débarrassant de sa posture initiale, même si on ne se débarrasse jamais totalement de sa posture initiale. Voilà, c'est pour ça que je demandais, moi, la question, est-ce que le patient expert qu'on a mis là, souvent dans les programmes, est-ce qu'il est vraiment soluble? Et d'ailleurs, moi, je vais poser une autre question pour après. C'est est-ce que quand on est patient expert d'un programme ETP au sein de l'équipe qui vous soigne, est-ce qu'on peut continuer à être soigné par cette équipe ou est-ce que on n'est pas plus à l'aise quand on est finalement, on intervient dans des équipes où on n'a pas nos propres soignants? Ça, c'est encore une question qui se pose vraiment parce que, en tous les cas, beaucoup de patients experts intervenant dans des programmes avec leur propre équipe se posent la question de rester dans le soin avec cette équipe parce que ça modifie peut-être la relation et le partenariat de soins. C'est une question que je pose, je pense que Philippe a des idées, mais que vous en avez tous dans la salle là-dessus. Et ça, c'est vraiment très éthique et très philosophique. Parce qu'avant de s'engager, est-ce qu'on doit se poser cette question-là? C'est une vraie question, je pense. Ouais, vous avez bien pu vous rendre compte, voilà, le champ du possible aujourd'hui est très élargi de débat. Il y a des réactions dans la salle. Il y a Sophie Torresi qui m'aimerait prendre la parole. Sophie, je te laisse. Bonjour, merci pour cette rencontre et merci pour ces premières interventions auxquelles je suis extrêmement sensible. Je me présente juste en 2 mots parce que moi-même, je ne suis pas patiente. Je suis la mère d'un enfant qui vit depuis maintenant 20 ans avec un handicap respiratoire très sévère. Et donc, je fréquente le système de santé et l'hôpital depuis 20 ans, mais en tant que mère. Donc, j'ai même pas envie de dire en tant qu'aidante. J'ai un problème avec ce terme aussi. Enfin, je suis juste la mère de mon fils. Et donc, à ce titre, voilà, je suis avec lui depuis peu. Il est adulte, donc depuis peu, il est passé en médecine adulte et ça change considérablement l'écosystème, enfin, la manière dont fonctionne aussi l'écosystème. Mais donc, pour dire en 2 mots, moi, je me suis retrouvée pour des raisons diverses enfin, cette situation qui concerne mon fils nous a amené, quand il avait 14 ans, donc il y a maintenant 6 ans, à un désaccord très important vis-à-vis de l'équipe qu'il soignait à l'époque, par rapport à un projet de greffe. Et ce désaccord nous a mis dans une très, très grande difficulté vis-à-vis de l'équipe. Et bon, bref, j'ai fait de tout ça. J'ai écrit beaucoup là-dessus. J'en ai fait un spectacle qu'aujourd'hui je joue en particulier dans le milieu médical et pour les étudiants en médecine et pour les professionnels de santé. Et qui permet notamment de travailler les questions de communication, de décision partagée, de désaccord. Alors, je dis tout de suite, mais merci, Monsieur Barrier, pour enfin, voilà, la question du vocabulaire et des mots qu'on utilise. Par exemple, je n'en peux plus entendre le terme refus de soins. Et le mot consentement me pose également problème. Je pense que des vrais refus de soins, il y en a extrêmement peu. Je plaide pour le mot désaccord, et donc en l'occurrence, qui est beaucoup moins connoté, beaucoup moins culpabilisant, beaucoup moins infantilisant aussi. Enfin bref, toutes ces choses-là me semblent. Enfin, la question du vocabulaire, des mots qu'on utilise pour qualifier ce qui en l'occurrence fonde la relation thérapeutique me semble déterminante. Donc, en l'occurrence, c'est aussi toutes ces choses-là que je me retrouve autour de tout ça, que je me retrouve à échanger avec les jeunes gens que je rencontre avec ce projet, et aussi tout ce qui est lié à la gestion de l'incertitude,
à la question évidemment des relations triangulaires quand on est en pédiatrie, de la question de la décision pour autrui, de la décision pour un tiers, que ce soit en pédiatrie, mais que ce soit aussi en gériatrie, en psychiatrie. Enfin, il y a tout un tas de situations où la décision pour un tiers se pose. Et donc, je voudrais témoigner d'une première chose, c'est que moi, j'ai donc fréquenté le milieu hospitalier pédiatrique pendant 18 ans avec mon fils, et depuis 2 ans, je l'accompagne plus à distance en médecine adulte, et jamais, strictement jamais, on ne nous a parlé d'éducation thérapeutique. Absolument jamais. J'ai découvert l'éducation thérapeutique avec ce projet dont je vous parlais, parce que je me retrouve en lien avec les instances, avec le champ de l'éthique et avec le champ de l'éducation thérapeutique. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés avec Carolina. Et en tout cas, c'est ce projet qui m'a amené à découvrir le monde de l'éducation thérapeutique également, puisqu'on est allé jouer à Paris 13. Donc, c'était une rencontre organisée justement par Émilie Gagnère et Olivia Gross à Bobigny. Donc, je me suis retrouvée à découvrir ce milieu par le biais de ce projet, pas du tout par le biais de ma vie à l'hôpital, enfin de ce que j'ai pu vivre à l'hôpital depuis 20 ans. Donc, c'est quand même une chose, pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, Monsieur Père, c'est que, effectivement, l'éducation thérapeutique, c'est pas du tout un truc qui, dans le quotidien, par exemple, dans les consultations de routine ou quoi ou qu'est-ce, jamais, enfin moi jamais, strictement jamais, on ne m'en a parlé. Et même plus que ça, récemment, mon fils étant maintenant suivi en médecine adulte, et pour la première fois, en mars dernier, je lui ai suggéré d'aller tout seul à sa consultation, parce qu'il y a vraiment des enjeux aussi de passation, il y a des enjeux de transmission quand des enfants grandissent, enfin quand il y a vraiment, donc je lui ai dit, voilà, peut-être tu pourrais, et je lui ai suggéré de poser la question d'un accompagnement en éducation thérapeutique pour que justement il y ait un relais qui soit, parce que je considère d'une certaine façon que j'ai été moi à cet endroit-là pendant longtemps, parce que voilà, on a été dans une situation un peu, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais bref, tout ça pour dire que là, je me disais que c'était bien que mon fils ait un autre interlocuteur que sa mère sur des questions d'accompagnement. Et la pneumo lui a répondu qu'elle ne voyait pas l'intérêt, que pour ce qui le concernait, pour lui expliquer comment prendre ses médicaments, elle ne voyait pas l'intérêt. Donc, c'est juste pour dire où on en est quand même. Alors, c'est qu'un cas particulier, mais je veux dire, ça dit quelque chose de comment l'éducation thérapeutique est présente ou pas dans la relation de consultation. Alors là, on est en pneu, mais enfin, bon, voilà, c'est juste pour dire juste la réalité aujourd'hui dans un hôpital parisien que je ne citerai pas. Voilà. Bon. Donc ça, c'est quand même une chose qui me semble importante, parce qu'effectivement, il y a sûrement des enjeux autour de ça, je sais pas, mais en tout cas, juste de comprendre. Moi, encore aujourd'hui, alors que ça fait 3 ans que je joue ce spectacle et que je fréquente des instances d'éducation thérapeutique, je me demande, en gros, je me questionne sur cette éducation thérapeutique, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure aussi, Monsieur Barrier, c'est-à-dire la question, finalement, pendant longtemps, je me suis dit, mais oui, alors effectivement, l'éducation thérapeutique, c'est l'éducation par le patient des soignants. Et en fait, ça, moi, je suis complètement rebellée contre ça, c'est-à-dire que tout ce que j'essaye de défendre, c'est précisément la relation la possibilité d'une relation un peu équilibré. Je pense que cet équilibre est extrêmement instable. Je pense que c'est un système qui... Je ne sais pas, par exemple, je m'interroge beaucoup sur les conditions de la décision partagée. Je ne sais pas exactement si cette décision partagée est réellement possible. Je ne sais pas si cet équilibre entre des aptitudes et une expérience d'un côté et la relation thérapeutique qui doit faire la jointure entre une médecine scientifique, statistique, à laquelle tout le monde, parce qu'il faut quand même être clair, tout le monde veut bénéficier de la meilleure, veut aller se faire soigner dans l'endroit où statistiquement il y a plus de chances que ça se passe bien, tout le monde veut aller, on est tous en demande d'une médecine scientifique la plus optimum possible, et en même temps, il faut articuler ça avec la singularité de la relation, avec avec la spécificité du récit du patient aussi, de son histoire, etc. Et que je ne sais pas si cette double hélice d'ADN en quelque sorte, et cet équilibre est tenable. Je ne sais pas si je continue de me poser la question de est-ce qu'une véritable décision partagée est possible. Enfin, en tout cas, pour moi, il est évident que les choses s'entendent dans le cadre de la relation, dans le cabinet du médecin. Enfin, je veux dire, je suis entièrement d'accord avec vous que la question, elle se pose comment ces choses-là peuvent être travaillées et se modifier. Alors, c'est pour ça que j'interviens beaucoup auprès des étudiants, parce que je pense qu'il y a des enjeux de formation
peut-être c'est plus facile en tout cas d'aller en parler avec des jeunes gens. Et puis, pour rebondir sur ce que vous disiez, Madame De Vos, sur quels sont les liens qu'on entretient avec une équipe, enfin, l'enjeu d'être dedans, enfin, d'intervenir auprès d'une équipe. Alors moi, c'est très différent parce que le partenariat, entre guillemets, que j'engage et qui prend la forme de ce spectacle, qui est toujours suivi de débats et de tables rondes, etc. La question de savoir comment je me positionnais par rapport à l'équipe dont il avait été question était un vrai problème éthique, était une vraie question éthique. Donc, je comprends bien que même dans le cadre de partenariats plus classiques, au sens d'être intégré à des équipes, soit une vraie, soit un véritable questionnement. Excusez-moi, j'étais un peu longue et peut-être un peu confuse, mais en tout cas, je trouve que c'est extrêmement stimulant, ces échanges, tout ce que vous avez dit avant. Grand merci, Sophie, pour ton intervention. D'ailleurs, les spectacles de Sophie est magnifique. On essaie de le faire venir dans notre département. On essaie de monter un projet là-dessus. Donc, s'il y a des dates, Sophie, prochainement, si tu veux aussi faire diffuser, parce que c'est vraiment un spectacle qui permet... Il y a plus de dates au théâtre, parce qu'il y a deux versions. En fait, il y a une version qu'on joue dans les théâtres, et puis il y a une petite forme qu'on peut jouer qui est vraiment adaptée au contexte de formation et qui ne nécessite pas de technique, qu'on peut jouer n'importe où, dans des amphis, dans des salles de réunion ou quoi, et qui là est un petit format de 30 minutes. Donc autant on a beaucoup joué le spectacle, mais là il n'y a plus de date pour le moment, autant on va jouer la petite forme prochainement à Lille, à Reims, à Bordeaux, enfin il y a pas mal de dates, à Montpellier, enfin voilà. Donc mais là pour le coup c'est dans le cadre académique ou dans le cadre pour des équipes, enfin c'est pas toujours public quoi, disons. Mais bon, en tout cas je vous donnerai les informations. Notre objectif c'est de faire venir le grand format sur les Val d'Oise, donc on va vous tenir au courant. Donc Philippe, Corinne, et puis la salle, je vous laisse réagir. Il y a d'autres personnes aussi qui souhaitent prendre la parole, mais peut-être si vous souhaitez rebondir sur les réactions de Sophie. Philippe, tu veux commencer ou... Un bout, j'aimerais prendre contact sur cette question de spectacle. Je suis extrêmement intéressé. Alors, je ne sais pas la possibilité. S'il n'y a plus de date, c'est compliqué, mais au moins pouvoir discuter, échanger sur les possibilités Avec plaisir. Avec plaisir. Et je voulais juste dire un mot. Je ne sais pas si vous connaissez l'expérience qu'a créée Jean-Philippe Assal, ça fait maintenant une vingtaine d'années, du théâtre du vécu. C'est-à-dire, vous connaissez, alors c'est un grand luxe, évidemment, si on pouvait se permettre ça partout, ce serait extraordinaire. C'est-à-dire, c'est un groupe de patients, ça se passe sur 2 jours, chacun va écrire un texte et ils vont ensuite être mis en scène par eux-mêmes avec l'aide d'un metteur en scène professionnel et joué par des acteurs professionnels. Et donc là, c'est vraiment la singularité qui s'exprime avec un effet de catharsis absolument extraordinaire parce qu'il y a une dimension esthétique et on a des spectacles, des gens, comme dit Jean-Philippe, qui n'écrivaient que des cartes postales, se mettent à écrire quelque chose qui est du Beckett, quoi. Parce que c'est leur vie qu'ils arrivent à exprimer dans ce cadre évidemment privilégié. Alors, c'est certainement pas cette possibilité technique que vous avez choisie, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'intéresse. Il y a des points communs, disons, on va dire. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler davantage avec grand plaisir si vous souhaitez, oui. Mais il y a des points communs, bien sûr. C'est pas le même cadre, mais puisque moi, je suis comédienne de profession, et donc c'est le résultat de mon expérience personnelle et de mon expérience professionnelle. Mais il m'a fallu, quand même, pour dire que la notion du temps, on a parlé des questions de temporalité, et c'est au cœur aussi de ce que j'ai écrit. Mais je veux dire, sur le plan personnel, mon fils est tombé malade quand il avait 13 mois et j'ai commencé à écrire quand il avait 14 ans. C'est dire le temps aussi et d'ailleurs, j'en suis toujours à me questionner, qu'est-ce qui a rendu possible, qu'est-ce qui a déclenché l'écriture. Donc, voilà, c'est aussi des questions de temporalité, cette chose-là. C'est au cœur de la chronicité de la maladie chronique, c'est bien ce que ça veut dire. Et cette question du temps, elle est complètement écrasée par la médecine d'aujourd'hui. Qui n'a pas le temps, qui n'a le temps de rien. Alors que c'est le cœur de la question et comment vous avez pu transformer ça justement en écriture et en quelque chose d'artistique qui permet de le porter autrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, ce projet a fait que, et je m'en rends compte, c'était improbable même quand j'ai commencé, c'est-à-dire je ne pensais pas une seule seconde que j'aurais pas pu imaginer que ce projet allait m'emmener là où il m'a emmené depuis 2 ans, 3 ans, et à quel point finalement cette chose-là, par le travail d'écriture qui fait qu'on n'est pas dans du théâtre documentaire, enfin on n'est pas dans du témoignage,
en fait, rend possible le partage de cette expérience-là. Et ça, pour moi, c'est absolument déterminant, parce que ça m'a permis, tout en étant dans une situation où, comme vous disiez, Madame Devaux, la vie continue. Et mon fils a 20 ans aujourd'hui. Il y a 2 jours, il pouvait plus respirer. Et enfin voilà, tout ça pour dire qu'on continue, la vie, elle continue avec ça, et elle continue d'impacter aussi l'écriture, et l'écriture fait retour dans la vie. C'est-à-dire que c'est ça aussi, ça a modifié aussi, moi, ce projet a modifié la relation avec mon fils et a modifié la relation avec l'hôpital, et au moment où aussi lui devenait adulte, enfin en tout cas a été adolescent, devenait adulte, et où donc les enjeux de transmission par rapport à, ben voilà, à tout ça, à toute cette expérience ou à ces aptitudes, j'adore le mot, mais merci de me permettre d'éliminer le mot compétence. Je trouve que il y a des enjeux de transmission énormes au sein des familles et entre les parents et les enfants. Et très clairement, autre chose qui est assez violent et dont je peux témoigner, c'est qu'à partir de on est passé en médecine adulte, moi j'ai compris très 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 clairement que si je pouvais ne plus être dans le collimateur, pour les médecins, c'était bien mieux, quoi. C'est-à-dire que je suis quand même l'emmerdeuse de service, et que là, maintenant, clairement, quand je suis pas là, ou voire même, on me signifie que si j'ai eu le malheur de poser une question, ou au moment où on est passé en médecine adulte, où c'était la première consultation, où il y avait toute l'histoire de la maladie à raconter, je veux dire, il y a un moment donné où clairement le médecin ne s'adressait plus qu'à mon fils et je n'existais plus, et c'était quand même une manière de... c'est très violent, quoi. Je trouve que la place des familles, enfin, alors en pédiatrie, c'est évidemment différent parce que les parents, ils sont forcément là, même si des fois on préférait voilà, que ça se passe autrement. Mais en médecine adulte, pour moi, enfin là, pour le coup, j'ai vécu à 2 reprises dans des hôpitaux différents des situations qui ont été ahurissantes, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que la place des accompagnants, des aidants, enfin la place des familles, la place est aussi une vraie question on est d'accord pour qu'ils soient là tant que précisément c'est des aidants, c'est-à-dire tant qu'ils permettent que l'observance, tant qu'ils permettent, mais dès l'instant où il y a des questionnements, mais je veux dire, dès qu'on vient questionner soit des modalités de traitement, soit la pertinence d'un traitement, c'est-à-dire dès qu'on n'est plus à l'endroit de la question technique, où juste on a besoin d'explications pour comprendre, dès qu'on est sur le questionnement voilà, d'un protocole ou d'un projet thérapeutique, ben là quand même on n'est pas bienvenu, hein. Enfin en tout cas, de ce que j'en expérimente, juste de mon expérience personnelle. Voilà. Excusez-moi, je ne vais pas accaparer trop la parole. Je vais, voilà. Ça me fait complètement écho ce que vous me dites. Alors, moi, je suis malade, mais je suis maman d'un enfant malade. Un de mes 2 enfants a également la maladie de Crohn. Donc ça aussi, c'est pas simple, de bouger sa casquette ou de ne pas projeter ce qui peut arriver à son enfant sur ce qu'on a vécu soi-même. Donc ça, ce sont des choses, qui me font écho, bien sûr. J'aurais voulu préciser 3 choses par rapport à ce que vous venez de dire et rebondir sur ce que disait Philippe, parce que moi aussi, je suis très intéressée par rentrer en contact avec vous et voir un jour ce que vous avez écrit et votre spectacle. Je vais passer du passage de la pédiatrie au passage adulte. C'est quelque chose qui, évidemment, sur un plan associatif, association de patients, nous interroge beaucoup. On a un malade sur 5 en maladie inflammatoire chronique de l'intestin est un enfant. Donc, ça fait 1 sur 5 qui, à un moment, va vivre cet horrible mot qu'on utilise qui s'appelle la transition. Voilà. Là aussi, sur le vocabulaire, je vois que ça fait sourire, mais c'est un mot vraiment grotesque. Et évidemment, on est très intéressé par ce moment à vivre. Nous, on travaille beaucoup dessus et avec à la fois des gastropédiatres et des gastro-adultes qui sont, alors ceux évidemment avec lesquels on travaille, c'est ceux qui sont parfaitement conscients du fait que ça ne fonctionne pas bien et qu'il y a un moment de rupture réelle. Alors pour eux, dans l'observance, mais également dans le prendre soin de soi, puisqu'on est à un moment de l'adolescence ou du jeune adulte où le prendre soin peut amener à des conduites qui prennent peu soin. Voilà, donc on travaille beaucoup là-dessus. Je crois que il y a beaucoup d'associations qui travaillent là-dessus, mais on travaille là-dessus avec un mode accompagnement, là encore. Par exemple, j'ai regardé des programmes transition où finalement ça se résumait à 2 consultations. La consultation de sortie de pédiatrie et la consultation d'entrée en gastro-adulte. Et en fait, cette consultation, finalement, il y avait un patient qui était là, qui était l'enfant, potentiellement le parent quelque part, en tous les cas côté pédiatrie, mais en fait, c'était une transmission du dossier du gastropédiatre vers le gastro-adulte. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a quand même une volonté de transmission, il ne faut pas la négliger, mais ça s'est résumé à une transmission de dossier médical, comme si
l'enfant qui va passer en service adulte n'avait pas une vie, n'avait pas une histoire. On passait de la donnée médicale. Et lui, il était spectateur de la transmission de la donnée médicale. Donc là-dessus, on essaye d'avancer, de travailler. Moi, j'ai vraiment cette idée que opposer monde soignant et monde patient n'aurait aucun sens, bien au contraire, et vraiment d'essayer de rapprocher les choses pour voir comment ensemble on peut avancer. Là-dessus, vous voyez, sur un exemple sur la transition, on s'est dit qu'à un moment, il fallait quelque chose autour du projet de vie de la personne, parce que les ados, ils ont aussi, normalement, on le fait plutôt à 20 ans, mais ça va dépendre aussi, parce qu'il y a un âge, mais il y a des enfants qui sont suivis depuis l'âge de 6 mois, par exemple. C'est difficile pour eux aussi de partir en monde adulte, non pas parce qu'ils ne sont pas adultes, contrairement à ce qu'on dit, mais simplement parce que le fonctionnement est totalement différent. La place du proche, elle doit être évaluée. Je ne sais pas si quand je vois Tatar, c'est Hervé Tatar de la fac qui est présent, mais qui lui intervient justement sur des programmes transition, sur des plateformes qui existent, mais également sur la place du proche, la place du parent, à quel moment il s'efface, à quel moment il transmet lui aussi. En tous les cas, l'enjeu de la transmission, il ne concerne pas que la transmission du dossier médical. Voilà. Vous avez parlé des rôles. L'aidant, en fait, moi non plus, je n'aime pas le mot. Moi aussi, je suis la mère de mon enfant et pas l'aidante de mon enfant. Mais en fait, on a sa place tant qu'on remplit le rôle qu'on nous a assigné. Et ce rôle, il est en général, effectivement, d'avoir fait prendre les traitements, d'avoir suivi le dossier médical, d'avoir fait les analyses. Et c'est vrai que le moment où il est adulte, il va falloir que l'adulte, ou le jeune ado, ou l'ado qui devient adulte, encore un mot horrible, mais se prenne en charge, parce qu'il y a un moment où il doit s'approprier sa propre, les choses pour lui-même. Ça, peut-être que dans les programmes d'éducation thérapeutique de pédiatrie, ça peut être déjà quelque chose qu'on vise vers une temporalité, parce qu'on sait qu'à un moment, comme la maladie elle est chronique, à un moment, ça va se passer. Mais on a tendance à reculer ce moment. Et du coup, le passage, il est assez brutal. Voilà. Dernier point sur lequel j'avais vraiment envie d'intervenir, c'était la décision médicale partagée. Évidemment que les associations de patients vont pour ça, mais pour autant qu'on écoute les préférences de chacun. Moi, j'ai un exemple personnel sur, j'avais une possibilité de traitement. Dans les traitements, on a la possibilité d'être nourri artificiellement. J'avais la possibilité d'être nourrie soit par sonde nasogastrique, hein, soit directement avec un cathéter. Moi, j'avais demandé en fait à ce que ça ne se voit jamais, maladie, puisque je ne l'avais pas dite, notamment au travail. Et donc, dans cette décision médicale partagée, je n'ai pas été écoutée, moi, dans mes préférences. Et au final, je me suis retrouvée avec une sonde pendant 6 mois, visible de tous, puisque restant accrochée au nez. Donc, ce n'était pas tant le problème du traitement, vous voyez, mais c'était, pour moi, l'invisibilité. Parce que parfois, moi, je suis satisfaite pour moi-même, je parle pour moi-même, que la maladie ne soit pas visible de l'autre, pour pouvoir en parler ou pas selon mon souhait à moi. Et donc, du coup, je me suis retrouvée avec quelque chose qui s'est affiché et ce qui a rendu une maladie visible aux yeux de tous. Or, dans cette décision médicale partagée, on m'a dit on va choisir ensemble. En fait, je n'ai pas été écoutée. Donc, bien sûr que c'est un point important. Je ne sais pas jusqu'où elle est possible. En tous les cas, le préalable est peut-être d'accepter l'idée que dans la décision médicale partagée, le patient va aller peut-être dans une direction totalement opposée à ce qu'on avait envisagé en tant que soignant. Et cette prise de risque, est-ce qu'il ne faut pas l'accepter dès le départ? C'est-à-dire que si elle n'est pas directement assumée comme étant une possibilité, finalement, ça ne sera jamais partagé. Alors après, partager, je pense qu'on prend toujours la décision seule, quelque part, c'est une idée qu'on a, mais néanmoins, on peut faire ensemble quelque chose qui permette d'étayer un choix pour le patient. Je suis d'accord avec votre vocabulaire du refus de soins, etc. Mais il faut prendre le risque, côté soignant, que le patient, il aille là où lui, il va vouloir aller et qui n'est peut-être pas le sens dans lequel le soignant voulait qu'il aille. Et ça, si je peux me permettre de réagir à chaud là-dessus, pour moi, c'est le cœur du truc. Ma question, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les médecins d'accompagner une décision qui n'est pas conforme à la préconisation? On a plein de médecins dans la salle, donc ça pourrait être hyper intéressant d'avoir leur réaction à chaud aussi.
Justement, la prochaine personne qui avait demandé la prise de parole, c'est le docteur Stéphane Benzakin. Donc, peut-être que si vous souhaitez réagir en fonction voilà, de votre questionnement d'avant et puis aussi des nouvelles réflexions qui ont été exposées. Bonjour à tous, je suis très content d'être parmi vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, oui, oui. Ok. Donc, effectivement, moi, je suis praticien hospitalier, je travaille avec beaucoup de patients douloureux chroniques. Après 20 ans aux urgences, je suis dans l'unité douleur et médecine complémentaire et je propose donc la musicothérapie. La musicothérapie sous une forme où le facteur humain est mis en avant, c'est-à-dire que je vais me présenter auprès du patient pour apporter avec la guitare et le chant un temps où en bienveillance avec lui, enfin avec soi, le patient va méditer en quelque sorte pour une meilleure connaissance de soi. Et le but de tout ça, c'est différentes choses. C'est d'abord d'apporter un outil thérapeutique au patient, puisque c'est une technique qu'il peut développer et entretenir au domicile. On a développé des liens aujourd'hui à l'hôpital via le site YouTube du GHT Novo pour que le patient puisse s'accorder un temps à la maison. Alors, l'idée, c'est de travailler sur le sentiment de douleur chronique. Dans les maladies chroniques, bien évidemment, on a ce sentiment de douleur chronique. La douleur, c'est une expérience donc émotionnelle et sensorielle désagréable liée à une lésion tissulaire qui existe ou pas. Et comment dire, le deal et ce qui est intéressant, c'est de voir au fur et à mesure que je travaille avec mes patients que ce sentiment de douleur chronique diminue. Et après différentes études dans la littérature et puis dans ma pratique professionnelle, donc moi, j'ai travaillé 20 ans aux urgences précédemment où je cherchais déjà à mettre en œuvre l'idée de techniques complémentaires pour la douleur. Aux urgences, c'était difficile de le mettre en œuvre et depuis 3 ans maintenant, dans l'unité douleur, ça se fait de façon quotidienne. Et qu'est-ce qu'on découvre surtout, c'est qu'il y a un véritable potentiel dans l'idée de travailler autour des fréquences, des ondes musicales pour que les ondes cérébrales puissent se resynchroniser. En fait, on parlait de la fibromyalgie tout à l'heure. Dans les douleurs nociplastiques de la fibromyalgie, le propre du traitement va être de travailler une resynchronisation des hémisphères cérébraux. Je vais faire court pour expliquer ça, mais c'est dans un livre, dans comment ça s'appelle, l'étude de Palo Alto ou les études d'hypnose d'Erickson qui expliquent qu'il y a une, comment dire, l'idée de faire comme une commissurotomie fonctionnelle, c'est un terme atroce, hein, mais c'est l'idée que dans le cerveau, on a l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Le gauche est très cartésien et va tous les jours nous rappeler à cette douleur. L'idée, c'est d'ouvrir le champ de l'imaginaire, du rêve, de l'hémisphère droit, faire en sorte qu'on puisse resynchroniser le gauche, enfin l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. C'est très technique comme ça, mais il y a quelque chose comme ça qui est patent, c'est-à-dire que pendant la séance de musicothérapie, le patient me donne toujours son chiffre de douleur sur l'échelle numérique à l'entrée de la consultation. Et en sortie de consultation, on arrive à descendre ce chiffre de la douleur de 2, 3, 4, parfois 6 points, ce qui est assez important. Et on parlait de la communication patient-soignant. C'est vrai qu'il y a, je pense, dans cette technique mise en œuvre, un rapprochement du côté humain du docteur avec le patient, c'est vachement important. Le patient le ressent, on a des résultats pour ce qui est des patients fibromyalgiques qui petit à petit
ont une meilleure connaissance d'eux-mêmes et arrivent à reprendre des activités sportives. Il y en a certains qui ont réussi à réintégrer le travail. Et le défi aujourd'hui, c'est effectivement de dire à ces patients douloureux chroniques qu'on a un espoir dans des techniques non pharmacologiques qui viennent pas du tout à l'encontre des chimiothérapeutiques. Au contraire, c'est juste un accompagnement, une ouverture du soin qui est possible, et le travail de neuroplasticité un peu du cerveau est mis en avant, et il y a cet échange, cette transmission à la fois du patient au docteur et du docteur au patient qui se passe, c'est-à-dire que ce facteur humain un peu mis en avant, et pour le coup, je pense que je prends beaucoup de temps avec mon patient pour justement favoriser ce lien, je dirais naturel, humain en fait, tout simplement, et cette ressource que lui peut avoir. Donc les plages de musique, je vais raccourcir parce que je parle trop, mais je chante donc pour chaque patient un programme composé sur la base des articles de sciences, hein, et puis ma formation, je suis aussi musicien, professeur au conservatoire de musique pour des classes de solfège. En fait, je chante 10 minutes à un quart d'heure pour chaque patient, une fenêtre de fréquence et de mélodie adaptée à la détente, à la relaxation, dans quelque chose de complètement neutre, comme le veut le soin, c'est-à-dire pas de sens aux paroles. Ce sont des chants où il n'y a pas de paroles proprement dit, pour que le patient puisse avoir la liberté d'imaginer au mieux quelque chose qui vient réharmoniser en quelque sorte son corps et son esprit. C'est des patients donc les patients fibromyalgiques et les patients douloureux chroniques dans leur ensemble post-chirurgicaux, tout ça, pour souvent dans l'histoire de nos patients, il y a une violence dans l'enfance prononcée, des gens qui ont été détruits par une histoire très difficile ou simplement par la maladie. L'idée, c'est de reconstruire quelque chose à partir de soi, donc, privilégier des temps pour soi en consultation et au domicile. Et je voulais juste témoigner parce qu'il y a des résultats aujourd'hui, au bout de 3 ans, qui sont assez évidents et vraiment positifs, mettent cette fonctionnalité dans le système de l'éducation thérapeutique. C'est un objectif et ça commence à être inscrit avec la direction des soins. On a mis un protocole pour les patients notamment douloureux en chirurgie vasculaire, les patients amputés. Donc, voilà, c'était juste un témoignage que je voulais faire par rapport à ma pratique aujourd'hui, et j'espère qu'on arrivera à rentrer voilà, dans le sens d'une meilleure éducation thérapeutique du patient. C'est vachement important que le patient s'autonomise et puisse avoir une marge de liberté dans cette discussion du soignant sur le corps. Voilà, c'est ce que je voulais apporter à ce débat. Merci, merci Stéphane. Donc là, vous ramenez l'idée aussi de proposer d'autres manières de faire non médicamenteuses, d'autres techniques qui peuvent permettre éventuellement des nouvelles relations soignant-soigné. Donc peut-être Philippe ou Corinne, si vous voulez réagir. Voilà, c'est vrai qu'on ouvre beaucoup de questionnements et des thématiques. On a parlé aussi beaucoup de l'usage des mots de transition, d'éducation, d'apprentissage, des compétences, des aidants, prise en charge, refus de soins. Donc, on a questionné beaucoup l'utilisation des mots en éducation thérapeutique. Et je pense que voilà, les mots, ils servent aussi à mettre en mouvement, ils servent aussi à faire avancer la pensée, à imaginer de nouvelles choses. Donc, je pense qu'on est tout à fait dans les cœurs de l'objectif de ces cafés débats, c'est de pouvoir imaginer d'autres façons de faire de l'éducation thérapeutique, pas forcément avec l'intégration de nouvelles techniques, mais d'autres manières aussi de penser voilà, nos pratiques au quotidien. Donc peut-être Philippe, Corinne, et puis il y a d'autres personnes aussi qui souhaitent intervenir, mais je vous laisse réagir avant de passer la parole à la salle. Juste rapidement sur les mots.
En tant que philosophe, mon travail, c'est vraiment les mots. L'interrogation sur les mots. Je ne vais pas dire qu'il y a deux types de mots, mais il y a des expressions des mots qui figent la pensée. Dès qu'on forge une expression et qu'elle prend un sens en plus administratif, on arrête de penser. Et les hommes politiques savent très bien ça, qui invectivent leurs adversaires avec un mot qui le catégorise d'une façon définitive et qui empêche de penser au contenu de son action. Je ne sais pas, éco-terroriste, ça me vient à l'esprit parce que je suis très fortement écologiste, entre autres. C'est odieux. Mais malheureusement, avec les meilleures intentions, je dirais, administratives du monde, on fige la pensée. Dans l'éducation scolaire, c'est absolument dramatique. L'évaluation des compétences dès l'entrée en maternelle, c'est stopper toute possibilité d'apprentissage. Je veux dire, c'est la négation de ce qu'est l'école. On va déjà classer les bons et les mauvais avant qu'ils aient pu avoir la chance d'accéder à quelques bouts de savoir que ce soit. Et le premier, c'est déjà de tenir ensemble dans une classe avec un adulte. Enfin, c'est une absurdité. Et malheureusement, l'éducation thérapeutique peut tomber dans ce biais. Enfin, le refus de soins, moi j'ai des expériences amusantes là-dessus parce que je fréquente beaucoup l'hôpital, je suis extrêmement contrôlé. Je n'ai pas raconté toutes mes pathologies, mais enfin j'en ai 5 au moins qui s'accumulent à partir du diabète, insuffisance rénale, etc. Depuis, je suis transplanté rein-pancréas, donc j'ai beaucoup de choses à régler, avec pathologies associées, coronariennes, etc. Donc, je fais souvent des petits séjours de régulation à l'hôpital. Et par exemple, la veille d'une coronarographie, on me prescrit de l'atarax. Et je sais que ça me défonce complètement pour 2 jours. Donc, je dis, je suis désolé, je veux bien prendre un demi-truc. Et la pauvre infirmière note refus de soins. Alors, j'ai éclaté de rire. Je lui dis, écoutez, mettez refus de soins si vous voulez, mais je n'avalerai jamais ce truc parce que je sais ce que ça me fait. Point. Bon, là, c'est drôle, mais ça peut être absolument dramatique. Alors, un mot qui est un gros enjeu comme le patient expert, c'est pareil. On a figé. Alors, moi, j'ai des amis québécois, je suis en particulier en relation avec un anthropologue de la santé québécois qui est venu en France pour me voir, qui va m'inviter chez lui, etc. Alors, c'est particulier parce qu'il travaille avec ce qu'on appelle les peuples premiers, mais dans l'expérience qui est très connue, une expérience québécoise, le patient expert est quelqu'un qui participe au conseil d'administration, c'est-à-dire qui vote, et non pas quelqu'un qui donne son avis, dont on dit c'est très bien, mais finalement on s'en fout. Comme c'est un peu le cas en France, si je caricature un petit peu, c'est pour qu'il y ait débat. Mais un mot qui catégorise, qui fige, est un frein à la pensée. Et je crois que Caroline l'a dit, un mot, c'est une dynamique, il faut que ce soit une dynamique. C'est-à-dire que ça ouvre à d'autres perspectives, que ce soit une clé et non pas, enfin une clé qui ouvre, pas une clé qui ferme. C'est un travail constant. Hein, alors moi, j'ai inventé le concept d'autonormativité. Je peux tomber dans ce piège aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une espèce de routine de la pensée avec un sens. Il faut que ce soit quelque chose qui féconde. Le mot résilience, c'est une catastrophe. Quand il est arrivé, il était frais et il ouvrait des perspectives. Aujourd'hui, il est manipulé dans tous les sens et il a perdu toute signification utile, c'est-à-dire dynamique pour la pensée. Et c'est pas la J'aimerais réagir, Philippe, justement, sur les mots que nous avons choisis pour cette rencontre d'aujourd'hui, c'est l'éthique, en premier, qui était aussi récupéré par les commissions d'éthique, par une éthique des droits universels de l'homme et par de ce qui Alain Badiou s'appelle d'éthique des vérités. Donc, une éthique qui met vraiment en mouvement une relation, une éthique singulière de situation et pas une éthique universelle. Donc là, je pense aussi qu'il y a un travail à penser et puis la récupération des mots qui ont fait pour l'utiliser par des intérêts qui ne sont pas forcément l'intérêt d'une majorité. Et puis, on a choisi aussi, et c'était fait exprès, les mots injustice sociale, parce que je pense que on a l'habitude de parler dans le langage de la santé, de mots inégalité de santé. Inégalité de santé, pour moi, ça rejoint à l'idée d'un fait, de quelque chose qui n'est pas changeable. Voilà, on fait avec les inégalités de santé, c'est un fait social, sociétal, et puis on n'a rien à faire.
Et en fait, quand on met ces mots en tant qu'injustice sociale, je pense que ça fait réagir dans les sens, voilà, quand on parle d'une injustice, on a envie de la transformer. Les inégalités, non, voilà, c'est comme ça. Et puis, on va travailler avec les patients en situation de vulnérabilité, en situation d'inégalité sociale. Et quand on pense, voilà, à la question des injustices, il faut faire quelque chose avec. Donc, c'est aussi en lien avec toutes les thématiques, mais c'est vrai que l'intérêt pour moi, c'était pas du tout de fermer et de cantonner nos débats dans une case spécifique. C'est vraiment d'élargir. Et puis, à la fin, voilà, de tous ces échanges, je vais essayer de faire une sorte de résumé pour pouvoir imaginer la suite de ces rencontres. Mais en tout cas, je suis ravie, voilà, des qualités des échanges, de vos commentaires. Donc, merci à vous. Peut-être qu'il y avait Corinne qui souhaitait réagir. Corinne? Mais il y a quelqu'un qui a levé la main depuis longtemps, je crois que c'est Oui, et Guillaume. puis il y a aussi des gens sur les... J'essaie de faire voilà, l'inscription en fonction des personnes qui ont levé la main. Donc, je pense que sur les sites, sur le chat, il y avait encore Vermote qui souhaitait peut-être intervenir. Elle a fait juste des commentaires sur le site. Et puis, il y avait Anaïk et Guillaume Benamou. Donc, dans cet ordre-là, je vous laisse la parole. Vermote, Ouais, peut-être? voilà. Alors, je vais demander la réactivation du son. En fait, elle a écrit quelques commentaires, mais je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole ou juste peut-être partager voilà, ce que vous avez écrit. Donc, c'est de la démocratie sanitaire, c'est le partenaire et même plus, les compagnonnages, la demande pour tous, l'abaissement de l'ego et sortir des chemins des croyances et des séquelles. Je veux bien Oui, prendre la parole, c'est Anaïk. Déjà, d'accord. merci d'avoir ouvert aux personnes autres que du 95. Je suis Loire-Atlantique, je suis patiente partenaire. C'est hyper intéressant, merci beaucoup. En fait, je suis patiente partenaire depuis peu de temps. Je participe je coordonne et je co-anime un atelier estime de soi et accueil des émotions au Hall Santé à Nantes après 2 burn-out et un diagnostic à 50 ans d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et impulsivité qui se sont traduits en particulier par des compensations diverses. Ma première addiction, c'est la nourriture. Donc, j'ai eu des TCA avec beaucoup de complications médicales associées. Deuxième addiction, le travail, burn-out. Et troisième addiction, beaucoup moindre quand même, l'alcool. À un moment, quand j'ai essayé de perdre du poids, enfin, quand j'ai essayé de réguler ma nourriture seule, parce que je suis hyperphage, et qu'il a fallu que j'aille en Suisse en tant qu'attachée de recherche clinique pour réaliser que l'hyperphagie était une maladie et pas juste un problème de volonté, comme on me l'a indiqué pendant plus de 30 ans. Et en fait, le fait que j'aille dans les fraternités, tout ce qui est anonyme, et le fait du partenariat et de l'éducation à la santé que j'ai commencé à faire là, je me rends compte que ce qui a vraiment d'importance, c'est vraiment le partenariat, mais le partenariat des deux côtés, donc la formation des soignants, tous les soignants, même les aides-soignantes, etc., les secrétaires médicales, vraiment tout le personnel médical. Et c'est aussi un compagnonnage qui est vraiment important entre les équipes soignantes et les médecins et les familles et les aidants. Je suis aussi aidante, enfin je suis aussi à l'ANAN, c'est-à-dire que mon père est mort malade alcoolique, voilà. Donc les ALANAN, ce sont les familles des malades alcooliques. Je suis ce qu'on appelle AEA, adulte enfant d'alcoolique. Il y a une très grosse aide entre nous et on apprend vraiment à prendre soin de soi, à devenir sa meilleure amie, à prendre du recul par rapport à son histoire. Et là, j'ai fait le DU j'ai fait le DU éducation thérapeutique et promotion de la santé l'année dernière. Et justement, du coup, j'ai coordonné et co-animé le programme Graines d'estime Hall Santé. Et là, je vais faire le DU partenariat patient. Je vais essayer de le mettre en e-atelier. Mais il y a une chose, en fait, l'année dernière, le DU m'a permis de prendre beaucoup de recul par rapport à ma propre histoire. Et il y avait beaucoup de personnel soignant qui critiquait, je dirais, le côté très patient des patients partenaires. N'empêche que les patients partenaires sont patients. Là, pour l'instant, moi, je suis en CLD d'office de mon travail très brutalement, qui fait que j'ai fait une rechute de burn-out. Enfin, voilà. Et toujours est-il que
Là, je suis vraiment bénévole, complètement bénévole. Tout est à mes frais, alors que j'ai une perte de salaire puisque je suis en CLD, donc j'ai pas mes primes, je suis fonctionnaire. Et je pense qu'en tant que patiente partenaire, c'est là où les termes ont beaucoup je trouve, en effet, d'application. Je considère que j'ai le droit d'être un peu plus patiente que partenaire. Par contre, j'espère vraiment peut-être aller vers une professionnalisation en espérant un reclassement dans la fonction publique hospitalière. Et dans ces cas-là, il me semble évident que le patient partenaire, patient expert, patient tout ce que vous voulez, enfin tous les termes qui existent. Moi, j'aime beaucoup le terme de patient partenaire. Je suis experte de rien du tout, même pas de ma pathologie et de moi-même, ou très peu, où j'apprends. Mais c'est surtout que dans ces cas-là, peut-être aussi vraiment expliquer aux gens qu'un patient partenaire doit, enfin, s'il est professionnel, à mon avis, doit être quand même plus partenaire que patient, et avoir assez de recul sur sa pathologie et être, enfin moi je suis une malade chronique en rétablissement. J'ai 10 ans d'abstinence d'alcool, j'ai 5 ans de sobriété alimentaire, j'ai 1 an où la nourriture ne me pose plus strictement aucun problème, et j'ai mon estime de moi qui va nettement mieux. Je ne me serais jamais cru capable de co-animer un atelier où il y avait 12 personnes. Donc voilà, et enfin voilà, c'était dire tout ça, je ne sais pas si c'est dans le sujet, mais voilà, merci en tout cas. Merci Anaïk pour ces témoignages. Je laisse peut-être Guillaume Benamou aussi intervenir et puis on laisserait Philippe et Corinne répondre par la suite. Bonjour à tous, merci pour la richesse de vos témoignages du matin. Alors moi, je suis patient enseignant, patient expert, patient partenaire. Je ne sais pas comment ça doit s'appeler. Je suis patient enseignant au DUMG. J'ai moi-même une pathologie chronique. J'ai une infirmité motrice cérébrale ou paralysie cérébrale, donc un handicap moteur de naissance relativement important. Et j'ai décidé de m'engager dans la santé depuis peu, enfin depuis toujours, mais j'ai décidé d'être réellement acteur et acteur pour les autres depuis peu, c'est-à-dire depuis simplement 4 ou 5 ans. Et tout ce que vous venez de dire m'a énormément éclairé, y compris sur les questions de transition. Quand tout à l'heure on parlait de transition enfant-adulte, vous vous doutez bien que dans les pathologies comme la mienne, qui sont des pathologies de naissance, la question de la transition et la question de la poursuite de soins est un réel enjeu. Et je pense que j'ai horreur du mot responsabilisation du patient, mais j'aime beaucoup le mot de mise en action du patient. Et mise en action du patient en accord avec et sa famille, et son entourage, et l'équipe de soins. C'est-à-dire que les trois doivent fonctionner ensemble pour fonctionner. Un patient à qui on ferait un atelier pour lui dire maintenant, tu es chez les adultes, tu te débrouilles, ça arrive encore trop souvent, et encore des fois, il n'y a pas d'atelier. Hein. Des fois, c'est vous prendrez rendez-vous chez ma consoeur, machin. Voilà, donc l'acte de transition et d'accompagnement et des familles et des patients est pour moi primordial. Je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire et je vous remercie évidemment pour la tenue de cette réunion. Merci, Monsieur Benamou. Philippe et Corinne, je vous laisse réagir si vous le souhaitez. Il y a d'autres personnes aussi qui souhaitent prendre la parole, mais peut-être voilà, pour faire... Moi, je voulais revenir peut-être sur les mots qu'on a choisis au sein de l'association. En fait, selon les équipes avec lesquelles on travaille encore une fois avec toutes les équipes MICI, enfin maladie inflammatoire chronique de l'intestin, qu'elles soient hospitalières, qu'elles soient secteur privé, qu'elles soient en libéral. En fait, il n'y a pas de distinction pour nous parce que finalement, il y a des patients partout. On a plutôt choisi que les gens expliquent ce qu'ils font plutôt que de rester sous le terme de patient expert ou de patient partenaire. Et quel est leur désir en fait ou leur engagement dans l'accompagnement
avec les équipes de professionnels de santé qui vont proposer. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que à la fois côté patient et à la fois côté soignant, la compréhension n'est pas la même. Donc il y a un terme générique, mais derrière, chacun y met ce qu'il veut. Et donc, on essaye, nous, d'aller plus vers l'explication de la mission, mais aussi du désir. Je crois qu'il faut aller au-delà du rôle. Il faut aller sur ce qu'on a envie de faire, comment on voit les choses. Donc, c'est presque quelque part un peu poser la façon dont on voudrait proposer un accompagnement en travaillant avec des soignants. Donc, à chaque fois qu'on retourne vers une équipe, on repose, je ne vais pas redire ce cadre, mais il nous paraît important que chaque patient puisse exprimer en fait ça à chaque fois qu'il rencontre. Parce que là aussi, il va y avoir une rencontre avec une équipe. La rencontre, elle est à tout niveau en fait dans l'éducation thérapeutique. Et nous, on utilise assez peu éducation thérapeutique, comme je l'ai dit au début, mais accompagnement. J'ai vu qu'il y avait des questions aussi sur le chat et il y avait quelque chose qui me tenait à cœur. On a parlé de la FEMI très rapidement au début, l'Association pour l'éducation thérapeutique dans les MICI. Finalement, c'est une association avec une coprésidence. Donc, il n'y en a qu'une en France, c'est dans les MICI. C'est un essai, et un essai qu'on avait lancé avec une conviction, mais en n'étant pas sûr de savoir où ça irait. Et finalement, non seulement ça perdure, mais ça grossit très fortement, dans lequel on a une coprésidence avec un professionnel de santé qui est un gastro-entérologue, puisqu'on est dans les MICI, et un patient partenaire qui est moi-même, et où on essaye de repenser en fait l'éducation thérapeutique toujours à partir de l'éthique du soin, de l'éthique du prendre soin. On travaille beaucoup sur ces notions et si je regarde le programme de notre prochaine journée de novembre qui donc va accueillir les praticiens de l'ETP, je vais dire praticiens au sens large, tous professionnels de santé confondus. Dans les MICI, ça comprend les gastros, mais aussi les psychologues, les diététiciens, les infirmiers, on a des kinés, on a des ergothérapeutes, on va avoir aussi des assistantes sociales et le tout un petit peu hors de France avec les Belges et les Suisses qui ont des conceptions assez différentes aussi et très intéressantes en termes d'apport. Et c'est des journées de pratique d'échange. Et on va utiliser, voyez, on va avoir un atelier sur l'éthique et on va avoir par exemple quelque chose dont on a parlé sur les mots tout à l'heure qui va être autour de la médecine narrative. Au début, quand on a parlé, j'aime le sourire de Philippe, quand on a parlé médecine narrative en proposant ce programme, ça venait de l'association de patients. Autant vous dire que ça n'a pas eu grand écho. Et j'ai dit, faites-nous confiance, découvrez. Si vous ne savez pas, découvrez. Vous verrez, le récit de soi, c'est passionnant. Bon, il y a un truc dont on n'a pas parlé dans l'éducation thérapeutique, c'est le bilan éducatif partagé. Bon, on va pas revenir sur les 3 mots du truc, mais là, je trouve que l'introduction de la médecine narrative ou du récit de soi est fabuleuse pour avoir quelque chose qui va partir vraiment de la personne et qui va permettre en fait de favoriser un échange et en même temps pour elle, elle est dans l'élaboration de ce qu'elle a à dire et de ce qui la concerne. Donc vous voyez, ces choses, il y avait quelqu'un qui posait la question comment on fait pour faire quelque chose de plus humaniste. Et ben, par exemple, ça fait partie des choses qui permettent de rendre, au lieu de faire un bilan éducatif partagé, je vous rappelle que c'est un cadre assez formel avec des questions qu'on pose, des compétences à avoir et des trucs à faire et des rôles à remplir. Et ben, en fait, on va partir librement finalement avec la technique du récit de soi. Ça s'apprend, enfin, moi je trouve que c'est très passionnant. C'est une façon de voir l'accompagnement de la personne parce que par cet outil, finalement, ça modifie la représentation qu'on aurait du cadre de l'ETP. Je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe, mais je trouve que ça fait partie, vous voyez, des choses qu'on peut faire avec les professionnels de santé. Il faut juste parfois travailler sur les représentations qu'on a parce que s'affranchir d'un cadre, c'est hyper dur. C'est quand même toujours plus confort d'être dans le cadre que de se dire, tiens, qu'est-ce que je crée, comment je le crée avec les autres et où je vais aller. Mais je crois qu'on peut vraiment avancer. La FEMI, en tous les cas, pour nous, c'est un truc vraiment qu'on avait lancé en se disant, ça marche ou ça marche pas, mais l'ETP tel qu'elle est définie n'est pas l'ETP qu'on veut dans les MICI. Donc, comment on fait ensemble? Et là, on est à notre 7e année, notre 7e journée. Et on a globalement 200 participants tous les ans maintenant, alors qu'on a démarré avec 50 personnes, dont 30 qui étaient finalement dans la fondation du truc. Donc c'est pour dire que quand on amène des nouveaux outils, des nouvelles façons de penser,
de réfléchir les choses en disant sortons, les mots ne nous conviennent pas, les choses ne nous conviennent pas, mais qu'est-ce qu'on propose en face? Je crois qu'on peut amener les gens, là encore, à un partage de réflexion, à un partage d'expérience, et nous, on va jusqu'au partage de pratiques. Et on utilise les techniques du théâtre forum, on utilise les techniques de la médecine narrative, des choses qui sont finalement pas nouvelles, mais qu'on vient mettre au service de l'ETP tel que nous, on aurait envie de la penser ensemble dans les Mickey. Les Mickey, finalement, c'est des maladies inflammatoires et puis c'est valable pour tout. Et le dernier point que je voulais ajouter, on en a très peu parlé, mais Philippe l'avait lancé, c'est la polypathologie. Penser une ETP en fait en silo par pathologie, alors que les individus eux-mêmes en ont plusieurs, déjà c'est quelque chose qui colle pas. Et c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Moi, j'ai plusieurs pathologies, il faudrait que je suive plusieurs programmes qui vont me dire des choses différentes, ce qui n'a pas de sens puisque à la base, je suis quand même une personne qui vit avec un ensemble de choses. Donc ça aussi, la question de l'ETP en polypathologie est hyper intéressante à creuser. Ça ne fonctionne pas administrativement comme ça. Donc nous, là encore, on s'affranchit du cadre en accueillant des personnes qui n'ont rien à voir avec la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, mais qui par contre ont une problématique de fatigue chronique. Et on se rend compte que dans le partage et la rencontre, d'où vient la fatigue chronique n'est pas nécessairement le plus important, mais c'est comment j'expérimente la fatigue chronique au quotidien, comment je la vis, comment je la ressens, qu'est-ce qu'elle vient rendre de frustration chez moi. Et finalement, on peut aussi faire de la polypathologie, l'air de rien. Voilà. C'était pour rebondir sur ce que tu avais dit, Philippe, tout à l'heure. Merci Corinne. Je pense que là, tu poses aussi une de nos questions de départ, qui c'est l'organisation de l'ETP par programme et par programme et pathologie, qui voilà, ne correspond pas à une réelle réponse à un vrai accompagnement des personnes qui vivent avec une maladie chronique. Philippe, si tu veux réagir. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui levait la main, mais je veux bien réagir rapidement et qu'on lui passe la parole ensuite. Si j'ai souri à l'évocation de la médecine narrative, c'est pas pour me moquer. J'ai travaillé avec des spécialistes internationaux de la question à un forum à Nice, à la Maison de la médecine et de la culture. Mais parce que ça risque de devenir une habitude. Et c'est toujours, c'est toujours problématique, mais c'est extrêmement intéressant et j'ai découvert beaucoup de choses avec ça. Sur la polypathologie, c'est extrêmement important aussi, mais je voudrais peut-être développer un petit peu davantage parce que là, moi, j'ai un néphrologue, un diabétologue, un dermato, etc. Et au fond, c'est moi qui suis le coordinateur parce que alors, ils communiquent entre eux, mais chacun défend sa boutique en quelque sorte, ce qui est normal. Ils ont quand même l'intelligence non seulement de communiquer entre eux, mais c'est vraiment de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire d'apprendre l'un de l'autre, mais c'est moi qui suis le coordinateur. Et effectivement, l'éducation thérapeutique, c'est ça, c'est comprendre que qui tient les ficelles, mais je ne suis pas seulement l'acteur de ma vie avec la maladie, j'en suis l'auteur. Donc, il faut que les médecins apprennent à faire s'ouvrir leur scientificité à d'autres et aussi surtout au savoir expérientiel que représente chacune des pathologies et surtout leur association. Parce que d'une certaine façon, elles se bousculent entre elles. Et l'équilibre à trouver dans la gestion de toutes les pathologies est extrêmement complexe et délicat. La première chose que je voulais dire, c'est à l'écoute des deux témoignages de Guillaume et de Annick, moi je suis à chaque fois bouleversé au sens propre par les témoignages, parce qu'on est en direct avec une vie avec la maladie, avec ce que ça veut dire d'existentiel. Et c'est une force considérable de pouvoir en bénéficier. Et il faut apprendre aux médecins à se débarrasser de leur blouse de caoutchouc, c'est-à-dire qui est censé faire glisser les émotions. Il faut qu'ils accueillent les émotions pour comprendre ce qu'est la vie avec la maladie et ce que va être le véritable soin, c'est-à-dire écouter une vie de quelqu'un qui sait ce que c'est qu'être malade et qui tend la main, mais il ne faut pas qu'on lui tende un gant de caoutchouc spécialisé. Alors maintenant, je voudrais que la personne qui voulait prendre la parole la prenne, si ça vous va.
Il y avait dans la liste de personnes qui souhaitaient prendre la parole Olivier et puis Anaïk. Donc Olivier. Oui, je voulais réagir pour deux choses. Déjà, je suis désolé, je vais revenir un petit peu en arrière, mais je vais réagir sur les mots. Parce que c'est vrai qu'au cours de ces débats, on a beaucoup parlé des mots. Je me souviens de Philippe qui réagit par rapport aux compétences, plutôt parler d'aptitude. On a parlé de la transition avec voilà, peut-être une modification de ce terme qui est, c'est vrai, c'est assez difficile à entendre. Le mot d'aidant aussi, qui a posé pas mal de problèmes et je l'entends assez facilement. Moi, j'ai aussi un problème avec le mot de soignant, parce que qui soigne finalement? Est-ce que si je suis compagnon d'une personne qui a des escarres et que je fais les soins d'escarres, est-ce que je deviens soignant? Ou est-ce que... Voilà, donc ça pose beaucoup de questions. Alors, on pourrait voilà, débattre sur plein de mots, parce qu'il y a eu... j'en ai pris plein au vol, la patient expert, etc. Et tu disais, Carolina, qu'il fallait une certaine dynamique dans les mots, et ça implique que voilà, il faut peut-être changer son discours en fonction de la situation, et c'est vrai que c'est difficile de ne pas juger, de ne pas être de ne pas contrarier les personnes avec qui on va discuter en fonction de leur histoire de vie. Et ça pose la question, ça ouvre pour moi un autre débat, c'est est-ce qu'on ne devrait pas justement peut-être je sais pas, créer une sorte de groupe de travail qui pourrait permettre de parler de ça spécifiquement, puisque ça pose quand même visiblement pas mal de problèmes, pour justement faire ces modifications qui seraient, semble-t-il, nécessaires. Donc voilà, ça c'est une question que j'ai au groupe. Est-ce que vous pensez qu'il ne pourrait pas y avoir justement ce travail de changement, de modification des mots? Trouver des mots qui pourraient avoir une certaine dynamique, qu'on pourrait modifier au cours de différents discours, quoi. Alors, c'est pas facile, hein, je vous balance ça comme ça. Et puis la deuxième chose, c'est ce dont on vient de parler. Alors moi, je suis un fervent voilà, supporter de plutôt partir sur l'objectif plutôt que la pathologie. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a des ETP aujourd'hui, des programmes qui sont sur telle ou telle pathologie. Et en fait, moi, je trouve que ce serait intéressant de parler d'objectifs. D'ailleurs, on en parle souvent, notamment au niveau du bilan éducatif partagé, hein. Normalement, c'est un peu à l'issue du bilan éducatif partagé qu'on doit avoir des objectifs négociés ou communs. Enfin, voilà, c'est un peu aussi les termes qu'on emploie habituellement, hein, dans le cadre de l'ETP. Et là, je reprends l'exemple que donnait Corinne avec la fatigue. Et c'est vrai que la fatigue, c'est commun à telle pathologie. Bah, pourquoi pas ne pas avoir justement cette mixité dans les ateliers avec des gens qui viennent de différents horizons, et pour parler non pas de telle ou telle pathologie, mais de dire, voilà, comment je peux faire pour me sentir plus dynamique dans mon quotidien. Voilà, donc atteindre un objectif. Et pour moi, ça nécessite un changement de paradigme de l'ETP, parce que ça veut dire qu'on n'est plus sur le versant résolution de problèmes, mais qu'on devient un peu solutionniste, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la solution, beaucoup plus de la solution que des problèmes. Et aujourd'hui, malheureusement, à mon sens, dans la médecine d'aujourd'hui, on parle surtout beaucoup des problèmes. Voilà. J'aimerais juste réagir, Olivier, et peut-être laisser Philippe Corinne avant de passer la parole à Anaïk. Il y a plein de commentaires aussi sur le chat, mais sur cette idée de résoudre les problèmes, des solutions, d'aller vers les solutions. C'est juste aussi nous questionner sur notre capacité d'être des êtres rationnels quand on a des maladies ou pas, dans le sens où on a toujours la capacité d'apprendre pour résoudre quelque chose et de le mettre en place. Est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce qu'il n'y a pas autant de choses qui nous traversent, des choses conscientes, pas inconscientes de la vie, de la question aussi des injustices sociales qu'on n'a pas forcément très abordées, mais qui font qu'on a des conditions de vie aussi qui nous empêchent. Donc, est-ce que cette logique aussi de solution, qui est une logique d'ailleurs très médicale aussi, de pouvoir établir des objectifs et puis de les accomplir,
est-ce que c'est possible dans un vrai accompagnement de réinvention de soi et de réinvention de la vie avec une temporalité aussi, comme disait Sophie tout à l'heure, qui a pris voilà, une dizaine d'années pour pouvoir écrire sur cette situation qu'elle vit avec son fils. Et donc, est-ce que si on part dans une logique de solution et d'atteindre des objectifs, on va vraiment dans un accompagnement en prenant en compte tous ces éléments, les désirs inconscients et pas inconscients, la temporalité, les inégalités, enfin les injustices, les situations de vie qui peuvent être très précaires et compliquées. Donc, c'est aussi pour questionner. Peut-être Philippe et Corinne, je vous laisse réagir sur, voilà, sur mon intervention, celle d'Olivier. Je passerai la parole à Naïk. On va bientôt arriver à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui, même si voilà, je vois qu'il y a beaucoup de débats et beaucoup de choses à échanger, mais peut-être si vous voulez réagir sur cette idée de solution de problèmes, de répondre à des objectifs spécifiques, est-ce que ça serait le but d'un accompagnement d'une personne qui vit avec une maladie chronique? Voilà. Moi, je voulais dire qu'il y avait des expériences qui avaient été menées sur des programmes transversaux d'éducation thérapeutique avec j'allais dire des profils d'entrée évidemment de personnes malades, mais par exemple, il y avait eu, alors ça va rejoindre les inégalités, mais avec des publics plus précaires, notamment avec des migrants. Et donc ça, il y a des expérimentations qui sont déjà menées. Je crois qu'on n'a pas énormément de recul, mais ça peut être intéressant. Il y a aussi des expérimentations. Aujourd'hui, le TP, c'est à l'hôpital globalement. Il y a très peu de choses en ville. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a tant de personnes qui n'y ont pas accès du tout. Et donc, du coup, de travailler en fait en pluripathologie sur des accompagnements, par exemple dans les maisons de santé, il est clair qu'on ne va pas faire un programme par pathologie, mais par contre, il pourrait être intéressant de travailler sur des problématiques communes pour pouvoir accompagner les personnes, par exemple dans la maison de santé. Nous qui avons essayé de faire un programme réunissant 2 cliniques et une maison de santé dans le Val-de-Marne, on s'est heurté à une problématique administrative, notamment de comptabilisation du patient et donc de récupération du financement, alors même qu'on avait 3 établissements intéressés, des médecins intéressés, une association de patients, même on était plusieurs associations de patients intéressés. Donc malgré la mise en commun de volonté et de détermination, nous n'avons pas réussi administrativement à former quelque chose. Il fallait être établissement par établissement. Donc, au-delà de la pathologie, il y a établissement par établissement. Donc ça, c'était des expériences qui me paraissent intéressantes, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore réussi qu'il ne faut pas le poursuivre. Et il y a une chose, moi, dont je n'ai pas parlé, mais on a eu un travail avec, alors moi, je suis parisienne, donc avec la PHP, plusieurs services qui, du coup, s'étaient rendus compte que les programmes d'éducation thérapeutique n'étaient pas nécessairement accessibles au public dit, alors je mets des guillemets, vulnérable ou à faible littératie en santé. Et donc, on a eu une réflexion extrêmement, enfin moi j'ai trouvé passionnante avec des professionnels de santé qui cherchaient vraiment à faire quelque chose en Mickey, mais c'est totalement duplicable à toute pathologie. Hein. Et on s'est rendu compte là que les programmes, on avait deux questions vraiment fondamentales que je vous soumets. La première, c'est de faire une porte d'entrée avec, il y aurait les programmes pour les, entre guillemets, non vulnérables et les programmes pour les vulnérables, ce qui éthiquement nous posait un énorme souci. Et en même temps, on se disait, ne rien faire, c'est quand même un peu dommage parce que, par exemple, ceux qui ont une très faible littératie en santé ne vont pas sur le programme qui existe. Et le deuxième point qu'on s'était dit, c'est que les préoccupations ne sont pas nécessairement les mêmes, avec un accès, notamment avec des personnes qui avaient plusieurs boulots et donc l'impossibilité de se rendre à aucun atelier, donc un accès qui était complexifié. Donc on a réfléchi ensemble et on s'est demandé d'ailleurs si public vulnérable était le bon terme. Il y en a qui avaient dit précaire, d'autres vulnérables. C'était ultra discriminant. En tous les cas, c'était discriminant dans tous les cas. Et comment on construisait quelque chose qui puisse répondre à peu près à tout. Les outils, on les a, mais c'était l'objectif. Parce que vous avez parlé des objectifs. Et dans l'ETP, il y a énormément d'outils.
on a des programmes d'une ambition dingue avec plein d'outils, mais on a souvent perdu l'objectif du programme. On ne sait plus en fait pour qui il est et pourquoi on l'a fait. Mais par contre, on a des super outils. Et là, on s'est retrouvé exactement avec la même problématique. On nous a apporté plein d'outils pour des publics à faible littératie en santé. Je prends cet exemple, mais il y avait aussi à faible critère économique. Dans les MICI, l'alimentation est un point clé. Donc, le montant qu'on peut attribuer à son repas est un point clé. Donc, il y avait aussi les ressources les ressources économiques. Donc, on avait plein d'outils, mais finalement, on a cherché encore l'objectif qu'on voulait faire. Et je me dis que si par moment, on cherche l'objectif, ça veut dire que l'ETP, il faut la repenser finalement effectivement comme un moment d'échange, de partage. Est-ce qu'il faut vraiment lui donner un objectif, lui assigner l'objectif? Ça, c'était pour répondre aussi à Olivier. Je ne sais pas en fait, je n'ai pas d'idée préconçue. Je suis encore, ça fait des années et des années que je travaille dessus et en fait, je suis toujours en train de repenser j'allais dire presque le truc à l'origine. Voilà. Je ne sais pas si ça t'éclaire, Philippe, ce que j'essaie de dire, mais il y a vraiment quelque chose dans la conception même où je ne sais pas s'il faut assigner un rôle directement, assigner un objectif ou s'il faut laisser vivre l'expérience. Et finalement, en tant qu'expérience, elle a déjà en elle-même rempli un objectif. Voilà. Philippe, je te... Bien répondre, mais la personne qui avait levé la main, peut-être Ah. par découragement, l'a baissé. Alors ça m'embête beaucoup, je veux bien me lancer, mais si cette personne voulait prendre la parole, il faut lui laisser. Ça fait 10 bonnes minutes qu'elle attend. Je ne sais pas. Je vois plus la main. C'est Anaïk, c'est Anaïk. Oui, je veux bien en fait, mais c'est hyper intéressant tout. Alors moi, je suis aussi ARC, attachée de recherche clinique en néphrologie. J'avais en charge un groupe de patients très rares, des patients opérationnellement tolérants, des patients greffés rénaux qui avaient arrêté leur traitement pour des raisons diverses et variées et qui toléraient leur greffon. Donc c'est très très rare. J'avais mis en place une cohorte au niveau européen. Il y avait à peu près 15 patients seulement. Donc ils étaient hyper intéressants pour la recherche clinique. Je suis ingénieure INSERM. Et en fait, dans ce cadre-là, il y avait, quand vous avez parlé de métamorphe, enfin, quand les enfants passent de l'enfant à l'adulte, j'avais un jeune homme, ouh là là, ça avait été compliqué le passage de la pédiatrie au système adulte. Il y a aussi le fait que, quand tout à l'heure vous avez parlé des BEP, alors déjà, le terme BEP, enfin bon, on passe. Mais dans les ateliers estime de soi, en fait, on a, alors que c'est de l'éducation à la santé, mon sujet de DU, c'était en fait de faire un BEP avec dedans l'échelle de Rosenberg et faire un bilan ensuite. Parce que moi, je l'ai fait moi-même pour moi. Et le fait de faire une étoile de compétences avant, après, et de voir à quel point j'ai travaillé et j'ai progressé dans mon estime de soi. À Nantes, il y a une personne qui a, quand vous avez parlé tout à l'heure excusez-moi, le TDAH, j'ai une mémoire de poisson rouge, le truc narratif là. Dans les BEP, si on peut apprendre aux gens à vraiment faire un système narratif avec vraiment les termes que les gens utilisent, il y a un papier d'une personne de Nantes qui a permis justement une étoile de compétences avec les termes et le nombre de termes dans différents domaines pour permettre de voir l'évolution des personnes et montrer aux personnes leur évolution ou pas, parce que de voir qu'on progresse, ça aide à aller mieux. Et il n'y a pas à chiquer. Hein. Quand on est dans le bon cercle, on progresse de plus en plus. Alors que quand on est dans le mauvais cercle, ben voilà. Après, vous avez parlé des inégalités. Dans les ateliers estime de soi, je vais essayer de les mettre en I, parce qu'on a eu des personnes de Nantes et on a eu des gens de Machecou. Donc, le trou du cul du monde où il faut une voiture, excusez-moi l'expression, mais c'est aussi une chose auquel il faut penser. Il y a les personnes, il y a les migrants, etc., mais il y a aussi les personnes âgées qui n'ont jamais appris à exprimer leurs émotions. Il y a aussi tous les gens qui n'ont pas de voiture ou qui ont des problèmes voilà, ou qui n'ont pas accès aux infos. Voilà. Et
deux autres choses. Vous avez parlé des problèmes du CHU et de l'ETP qui est que dans les CHU. Ça se développe au niveau des MSP. Mais alors, par contre, il y a une compétition. Enfin, il y a le CHU se recroqueville. Enfin, à Nantes, j'ai l'impression que le CHU se recroqueville sur lui, alors qu'il faudrait vraiment une ouverture. On va manquer de médecins, on va manquer de. Enfin, le système de santé, excusez, enfin, c'est un peu le bordel dans les années à venir. Et vraiment, il y a besoin de partenariat, de coopération, d'entente, enfin, vraiment, vraiment, je m'en suis rendu compte, moi, cette année, d'autant plus que dans mon DU, j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir une personne du privé, d'une boîte pharmaceutique, qui est venue faire un DU, le DU ETP, promotion de la santé, le but étant de sensibiliser ses collègues à l'aide à la mise en place de programmes ETP, et en particulier dans les MICI. Voilà, voilà. Merci. Merci Anaïk. Je laisse peut-être Philippe et Corinne intervenir, pas pour dire un mot de clôture, parce que je pense que là, l'objectif, c'était plutôt d'ouvrir et pas forcément de fermer, mais c'est midi moins le 5, donc peut-être, voilà, le défi de pouvoir, d'une certaine façon, clôturer cette riche matinée d'échange. Philippe, peut-être? C'est extrêmement riche et à chaque fois que des paroles s'expriment, il y a une richesse folle. Moi, j'ai envie de rebondir presque à chaque mot de chacun. Donc, c'est un défi impossible, mais c'est formidable ce qui s'est passé comme à chaque fois. C'est-à-dire des gens prennent la parole par eux-mêmes, pour eux-mêmes, avec leurs idées, leurs ressentis. Il se passe forcément des choses. Ce que j'ai oublié de dire sur les témoignages, et quand je dis bouleversant, c'est-à-dire que ça nous fait permettre d'évoluer dans nos idées, de bouleverser les représentations qu'on a. Et ce qui apparaît, c'est que, parce que moi je suis quand même très centré sur la question de soins, c'est-à-dire faire du bien et se faire du bien à soi, dès que ce soit Guillaume ou Anaïk, qu'on en fait quelque chose pour les autres, on se fait du bien à soi aussi. Et ça me paraît extrêmement riche d'enseignement. Sur la question des objectifs, mais ça va relancer le débat, je crois beaucoup, alors le mot est un peu, il est devenu à la mode, mais la sérendipicité, c'est-à-dire trouver ce qu'on ne cherche pas. Et c'est très important. Alors peut-être de se mettre un objectif qu'on ne va pas atteindre parce on va trouver autre chose. Et c'est cette autre chose qui est très précieuse parce que c'est peut-être, si elle est venue jusqu'à nous, c'est qu'elle était plus importante que l'objectif qu'on s'est fixé, qui est peut-être comme on oriente justement je sais pas, une lunette d'observation cosmique et on va trouver autre chose par hasard. Je crois beaucoup à la force du hasard qui n'est pas à proprement parler du hasard, mais qui est la conjonction de facteurs positifs et dynamiques qu'on a su mettre en branle avec notre volonté et au-delà de notre volonté et malgré nous. Et c'est quelque chose que malheureusement la médecine institutionnelle oublie parce qu'elle est tenue à une efficacité de plus en plus exigeante avec des machines et bientôt des machines non pas à penser parce que l'intelligence artificielle et les software artificiels, c'est une puissance de calcul. Alors c'est précieux, mais un mot qui se fiche pas, c'est le mot éthique pour moi parce que c'est une exigence permanente. Donc si on a ça en tête, on est rassuré, mais on est inquiet. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a toujours un boulot éthique à faire. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais se satisfaire d'une situation. C'est un peu embrouillé ce que je dis, je ne voudrais pas avoir le dernier mot. Peut-être je laisse à Corinne. En tout cas, je suis extrêmement heureux d'avoir participé à cet échange qui est très riche et qu'il faut absolument renouveler sous quelque forme que ce soit. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Alors, un dernier mot sur les injustices. Je suis très embêté parce que je suis 100% d'accord avec ce mot contre inégalité qui est un état de fait, mais ça nous entraînerait vers un discours politique et j'aime autant vous dire que je suis très radical et révolté en ce qui concerne les injustices dont notre société, comme bien d'autres, sont victimes. Merci Philippe. Corinne? Je ne vais pas paraphraser ou être redondante, mais pour moi aussi, cet échange a été extrêmement riche. Et le format, finalement, se prête tout à fait à échanger. Et c'est un peu comme ça que moi, je fais beaucoup d'ateliers
d'ateliers, alors je vais les appeler d'éducation thérapeutique, hein, mais en fait, je les aborde tous de cette façon, c'est-à-dire comme un moment d'échange totalement ouvert. Le cadre est un prétexte pour la rencontre parce qu'à un moment, il faut qu'on se croise quelque part à la même heure et dans un lieu donné. On va se rencontrer parce qu'on avait une Mickey, c'est le seul biais du truc. Mais derrière, moi, je suis dans l'accueil complet et à chaque fois, je me dis que si peut-être j'ai un peu pris soin des autres, en tous les cas, j'ai pris soin de moi en partageant avec l'autre. Ça m'apporte toujours quelque chose. Je me sens jamais blasée, je revis toujours chaque atelier avec la même envie, le même désir de rencontre et de partage. Et j'ai le sentiment, vraiment, c'est pas prétentieux, mais c'est des retours qu'on a des soignants, c'est que en prenant soin de soi et en prenant soin des autres patients qui participent, on a aussi un peu pris soin de l'équipe soignante. Et ce sont des témoignages de soignants participant à des ateliers avec, par exemple, des verbatims que je peux vous dire comme ça parce que ça me revient directement, mais finalement, en co-animant un atelier d'ETP, ça a changé ma posture en consultation, ce que j'avais trouvé extrêmement fort comme témoignage, mais donc quelque chose de très parlant. Et finalement, je me dis que peut-être en prenant soin un peu de l'équipe soignante, parce que ça recrée une dynamique, une façon différente du prendre soin, même s'ils prennent soin par ailleurs de façon permanente, bah, peut-être qu'on prend aussi soin un peu de l'institution de santé. Et finalement, j'ai l'impression qu'à travers cet accompagnement, on prend soin les uns des autres. Et est-ce que c'est pas ça finalement l'objectif final, c'est de prendre soin, mais sans se fixer des objectifs intermédiaires, en accueillant les choses telles qu'elles vont arriver. Il n'y a pas 2 ateliers qui vont se passer pareil, il n'y a pas 2 rencontres qui vont se passer de la même façon. Et donc, c'est là où je trouve les choses, en fait, passionnantes dans tout ce qu'on a encore à défricher et à créer et à construire, justement en s'affranchissant, du cadre, mais pas n'importe comment. Voilà, donc c'est peut-être ça en fait, c'est l'idée que j'ai, c'est la même chose que ce qui s'est passé ce matin pour moi. C'est riche, je suis venue sans a priori et on a accueilli ce qui s'est passé au sein de cette salle et je vais repartir, remplie de quelque chose de plus, en espérant avoir peut-être apporté quelque chose à chacun et à tout le monde en même temps. Voilà. Alors, merci à Corinne, Philippe, à tous. Alors, pour essayer aussi de dire quelques derniers mots sur cette riche matinée, je vais reprendre une citation de Descartes qui disait que vivre sans philosophie, c'est proprement d'avoir les yeux fermés sans tâcher de les ouvrir. Donc, merci à vous tous et toutes de permettre, voilà, ces regards augmentés, des yeux plus ouverts sur comment élargir nos conceptions de l'éducation thérapeutique, qui permettra certainement une amélioration de nos pratiques et pourquoi pas la création d'autres manières de penser et de faire le TP, qui puissent contribuer du coup pour trouver des réponses aux urgences sanitaires et sociales. Et puis, j'aimerais aussi essayer de faire en discutant voilà, sur les objectifs, établir ou pas, et tout ce que vous avez dit, ça m'est revenu un cours d'un écrivain uruguay qui est dramaturge et journaliste aussi, qui s'appelle Eduardo Galeano. Je vais essayer de les traduire là sur le show. Mais en fait, il était avec un ami, un professeur dans un cours d'une université. Et donc, il avait des questions qui s'y posaient un peu comme on a fait aujourd'hui à 2 personnes qui intervenaient. Donc, il avait les étudiants qui posaient des questions et puis ils essayaient de répondre. Et en fait, un des étudiants avait demandé à son collègue qui s'appelait Fernando Birri à quoi servait l'utopie. Voilà, c'est quoi l'utilité de l'utopie? Et donc, Eduardo Galeano, dans sa tête, a dit « Waouh, quelle question difficile, le pauvre, c'est à lui de répondre, parce que la question s'était posée pour lui. » Et donc, il a dit, donc là, je vais faire la traduction, à quoi ça sert l'utopie? Il a répondu de la manière la plus splendide possible, en disant que l'utopie, elle était dans l'horizon et qu'il savait qu'il jamais allait arriver à toucher cette utopie, si je l'ai traduit un peu comme ça, qu'elle servait, qu'à chaque fois qu'il faisait 10 pas pour s'approcher de cette utopie, l'utopie restait 10 pas plus loin.
et que il savait qu'il jamais la rencontrer, mais qu'elle servait pour ça, pour cheminer. Et donc, je pense que voilà, la rencontre avec des personnes dans des situations d'accompagnement, c'est aussi de penser à des utopies des vies possibles et de les aider à cheminer. Merci, un grand merci à tous. Mon défi, ça va être de pouvoir faire une synthèse de nos échanges pour envisager les prochaines rencontres. Grand merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.